Bien, je vais vous proposer de commencer ce dernier mardi de la mer de notre saison 2025-2026, où nous avons donc le plaisir d'accueillir Cécile Gaspard pour nous parler des tortues marines au cœur des enjeux écologiques du Pacifique Sud, et puis peut-être plus largement pour nous partager son expérience de comment on peut faire des choses extraordinaires avec beaucoup de volonté et pas beaucoup de moyens au début. Donc c'est à la fois, je pense, une session tout à fait riche sur cette question des tortues marines et des enjeux écologiques, et puis de comment développer des vrais programmes scientifiques avec, à l'origine, pas beaucoup de moyens. Alors, Christian Buchet n'est pas là aujourd'hui, donc il est absolument désolé d'être absent. Il vous demande de l'excuser, mais il est au Japon, c'est un peu loin pour revenir uniquement pour cette soirée. Et donc, suivant la tradition, je vais vous présenter Cécile Gaspard. Cécile, vous grandissez dans la région de Bordeaux. Vous avez une passion pour le cheval, pour l'univers équestre. Alors, vous décidez de devenir vétérinaire et vous intégrez l'école vétérinaire de Nantes. Toute votre jeunesse a été tournée vers les chevaux. Vous avez intégré l'école pour ça, mais vous vous rendez compte que c'est un milieu peut-être un peu fermé, qui ne vous convient pas. Alors, vous tournez kazakh et vous choisissez comme spécialité le milieu marin, les mammifères marins. Inspiré par le film Le Grand Bleu, que les plus jeunes ici ne connaissent peut-être pas, mais qui était un film absolument extraordinaire, vous prenez pour sujet de thèse la comparaison de la physiologie de la plongée en apnée entre l'homme et le dauphin. Vous venez ensuite en Polynésie pour voir votre père, qui était muté à Moorea, et vous décidez de vous installer là-bas. Vous complétez votre parcours initial par une formation en business. Vous faites en 1999 un MBA à l'IAE. Et en 2008, ce sera un doctorat en écologie marine. Vous travaillez là sur des raies et les interactions touristiques entre les raies et le public. Vous voulez agir pour la préservation du milieu marin en Polynésie. Alors, en 2004, vous créez avec un partenaire une association, Te Mana o Te Moana, ce qui signifie à peu près, mais Cécile, vous nous le direz beaucoup mieux, l'esprit de l'océan. À peu près parce que mana, c'est un mot un peu particulier en polynésien qui renvoie à la force spirituelle, à l'esprit et à l'énergie. Vous présidez cette association depuis sa création jusqu'en 2019 et vous en êtes aujourd'hui directrice de la stratégie. Cette association a pour mission la recherche, la préservation et l'éducation autour du milieu marin en Polynésie. Vous travaillez sur les équilibres des écosystèmes marins, les mammifères marins, les requins, les tortues et les récifs coralliens, avec une forte spécialisation sur les tortues marines. Vous allez nous en parler ce soir. Vous êtes également membre fondatrice de l'association, excusez-moi pour la prononciation, Tetiaroa Society et du cluster maritime de Polynésie française. Vous avez contribué au Blue Climate Initiative en Polynésie. Vous avez rejoint en 2019 le groupe hôtelier Pacific Beachcomber en tant que conseillère en développement durable et en RSE. En parallèle, vous menez des projets de suivi scientifique sur la faune marine dans le Pacifique Sud et participez à de nombreuses conférences internationales. C'est ainsi que vous participez en juin dernier à Nice au sommet sur les Nations Unies pour les océans. En reconnaissance de vos contributions, vous avez été nommée représentante de la Seakeeper en 2016, Mission Blue Hope Spot Hero en 2019, ambassadrice de la fondation de notre ami Jacques Rougerie en 2022, sélectionnée comme membre international de The Explorer Club en 2024. Mais vous êtes là ce soir pour nous parler des tortues marines. Merci d'être là. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tout le monde, Yawana, comme on dit à Tahiti. Donc, je vais essayer de parler d'un sujet en particulier parce que je suis assez passionnée par tout ce que je fais, on va dire, mais principalement quand même les tortues marines en Polynésie, où j'ai décidé de m'installer il y a plus de 33 ans. Et comme il fallait choisir un thème, j'ai décidé de parler un petit peu de ces espèces emblématiques, notamment à l'heure actuelle dans un cadre de modification à la fois du climat et de tout ce qui se passe sur la planète.
Et en les étudiant, on se rend compte qu'on apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur l'environnement, mais beaucoup sur nous-mêmes. Et puis, c'est aussi un sujet qui est assez passionnant puisqu'on vit dans un univers qui est immense, dans le Pacifique, et qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à comprendre et à étudier qui nous permettent après, éventuellement, de transmettre cette passion et d'essayer de voir comment on peut aider aussi les jeunes à trouver leur voie. Puisque, comme vous l'avez bien expliqué, moi, ma carrière, elle a pris pas mal de petits détours, mais c'est vrai que ça a toujours été quand même, pour moi, une volonté de comprendre la biologie, le vivant, la vie, et de savoir comment je pouvais être utile. Donc c'est vrai que mon métier de vétérinaire m'a beaucoup aidé pour mettre en place des actions. Je ne vais pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui, mais dans le cadre de l'association, j'ai aussi créé un centre de soins pour les tortues marines. Donc quand elles sont malades et blessées, on les recueille, on les soigne et on les relâche. Mais ça m'a donné aussi cette curiosité d'apprendre et de collecter de la donnée pour essayer surtout de la retranscrire et de la partager avec un plus grand nombre. Donc en Polynésie française, on fait beaucoup de programmes pédagogiques avec les jeunes Polynésiens. Alors, on va voir si ça fonctionne comme ça. Voilà, donc l'association Te Mana o Te Moana, c'était très important pour moi dès le départ d'avoir un nom vraiment polynésien. Le mana, donc comme vous l'avez bien expliqué, c'est l'esprit, c'est la force, c'est quelque chose qui est assez spirituel et assez fort. Et Moana, c'est l'océan. Et donc, dans cette association qui a été créée en 2004, on a vraiment voulu, dès le départ, la dédier à cet environnement particulier polynésien et notamment l'océan. Donc, je l'ai cofondée, j'ai beaucoup de chance d'avoir pu cofonder cette association avec Richard Bellet, qui est impliqué dans l'hospitalité, dans le tourisme en Polynésie française et qui nous a beaucoup aidé au départ à nous installer et à avoir une logistique qui nous a permis finalement, avec très peu de moyens au début, de mettre en place des actions et de pouvoir être visible du grand public. Et ça aussi, c'est important quand on est éloigné, isolé. Déjà, dans des îles en Polynésie, c'est pas facile. Mais le fait d'avoir la possibilité d'accueillir des gens, de les sensibiliser et d'avoir un lieu pour accueillir les écoles, ça nous a permis d'avoir une assise en Polynésie et d'être assez connus. Nos 3 grandes missions, donc les tortues marines, je vais en parler un petit peu après. Une des missions très importantes, c'est l'éducation. Donc, dès le départ, on a voulu créer des programmes pédagogiques qui soient agréés par le ministère de l'Éducation. Comme vous savez, en Polynésie française, on a un gouvernement, un président et des ministres. Et dans les programmes pédagogiques, à l'époque, il y avait pas mal d'enseignants, notamment les enseignants de mes enfants, mais qui disaient que les manuels scolaires n'étaient pas toujours adaptés aux problématiques de la Polynésie. Et ils voulaient avoir des photos, des images, des relevés, etc. Donc, ça nous a permis de créer des supports pédagogiques que l'on a fait agréer et qui sont maintenant distribués dans toutes les écoles et les écoles viennent nous voir. Et à ce jour, on a accueilli plus de 150 000 enfants en programme pédagogique. Donc, c'est une grosse partie de ce que l'on fait, avec beaucoup de bénévoles d'ailleurs. Et ensuite, on travaille un petit peu dans des mesures de collecte d'informations sur l'environnement marin, mais vraiment, on s'est spécialisé depuis une dizaine d'années, sur 22 ans d'existence, principalement sur les tortues marines. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure, on est membre de pas mal d'associations, d'institutions. J'ai eu la chance d'être membre fondateur de pas mal de structures très importantes qui nous permettent aussi d'être connus à l'international et d'avoir un gage un peu de sérieux. Nous avons aussi un conseil d'administration avec des gens assez prestigieux. Donc je salue monsieur Philippe Valette qui vient d'arriver et avec qui également, et grâce à qui j'ai pu être membre fondateur d'un réseau qui s'appelle le Réseau Océan Mondial et qui m'a un peu initié à ce monde des associations, de l'engagement pour les océans, etc. Ça, c'était dans les années 2000-2001. Et puis après, j'ai voulu m'engager aux côtés des acteurs en Polynésie française, donc notamment le cluster maritime, d'autres associations. Et on est bien sûr très impliqué sur cette petite atoll Tetiaroa dont je vais parler tout à l'heure, pour laquelle je suis également membre fondateur de cette fondation. Et puis, on est assez fiers, même si nos actions sont à petite échelle, avec parfois peu de moyens, d'avoir des reconnaissances internationales. Et cette année, donc l'année de ce gros colloque sur l'océan des Nations Unies à Nice, on a accompagné notre gouvernement qui s'est engagé à créer une aire marine protégée et qui maintenant compte sur nous pour les aider à mettre en place des actions avec la population locale. Et donc, à ce titre, on va voir les populations, on essaie d'expliquer un petit peu comment on peut ensemble essayer de mettre en place des actions pour que la ressource, l'océan, soit une ressource durable. Donc là, je vais aller assez vite, mais c'est un peu le bilan de notre association globalement, indépendamment du programme, du projet que je vais présenter à Tetiaroa. Donc là, 20 années, ça fait presque 29 maintenant, puisqu'on est en 2026. Ça vous montre aussi le nombre d'enfants sensibilisés dont j'ai parlé. On fait également beaucoup de reportages télévisés
Alors, il est évident que vous allez voir dans mes photos, et encore, j'en ai pas mis énormément, mais on est dans un cadre de travail qui est quand même très, très beau. C'est pas toujours évident d'y vivre, parce qu'on est quand même très éloigné et isolé, mais ça fait beaucoup rêver, et donc c'est aussi grâce à ces reportages qu'on a réussi à faire connaître l'association un petit peu en dehors de la Polynésie. Voilà, donc ce soir, je vais vous parler d'une étude qu'on a mise en place en 2006, donc il y a 20 ans, sur cet atoll. L'atoll, il fait à peu près 5 km de diamètre, il n'est pas très grand. Il y a 12 îlots. Alors en Polynésie, un îlot, on appelle ça un motu, donc il y a 12 îlots tout autour. Un lagon central qui n'est pas très profond, qui fait 30 mètres au maximum, mais la plupart... Donc quand vous voyez le bleu marine, ça doit faire 4-5 mètres, et le bleu un peu clair, ça fait que 2 mètres. Et en fait, on a décidé d'étudier cet atoll en 2006, au moment où il était complètement inhabité. Donc cet atoll, il a été acheté par l'acteur américain Marlon Brando en 66 et 67. Et à l'époque, il avait créé un petit hôtel qui a fermé en 2004. Et nous, quand on a commencé à y aller, c'était en 2006. Et moi, qui suis un peu, parfois un peu têtue, on va dire, on m'avait dit qu'il y avait avant des tortues vertes qui pondaient sur cet atoll, mais qu'il n'y en avait plus. Et je me suis dit, bon, on va aller voir s'il y en a vraiment plus. Parce qu'en Polynésie, là où on habite, donc dans les îles habitées, Tahiti, Montréal, il n'y en avait déjà plus, en fait. Et malheureusement, les tortues, elles sont sujettes à beaucoup de menaces. Mais une des menaces principales à l'époque, c'était quand même le braconnage dans un but de consommation qui existait encore, qui existe d'ailleurs toujours un petit peu. Et donc j'y suis allée, et en faisant le tour des plages, puisque les tortues elles pondent sur les plages en général côté océan, on a vu quelques traces et on s'est dit, s'il y en a quelques-unes, au moins essayons de sauver ces quelques-unes. Et donc c'est là qu'on a démarré ce programme, et on a eu la grande reconnaissance en 2019 d'être labellisé Hotspot de Mission Blue. Donc c'est une association qui a été créée par Sylvia Earle, qui est un petit peu la personne ambassadrice des océans, qui est américaine, un petit peu comme le commandant Cousteau de l'époque. Et c'était un très grand honneur pour nous de recevoir ce label de sa part. Voilà, donc ça c'est un petit clin d'œil à Marlon Brando. À l'époque, il a créé son hôtel, il venait quand même assez souvent. Je suis assez proche des gens de sa famille, et il disait que quand il allait là-bas, c'était que pour se ressourcer. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, il y avait beaucoup de moustiques. Mais il y allait quand même pour faire une coupure. Et puis en fouillant dans ses archives, alors donc malheureusement il est décédé en 2004, mais en ayant la possibilité d'aller fouiller dans ses archives, on a trouvé qu'il il avait lui-même déjà commencé à protéger les tortues marines et à élever des petites. On voit là sur les photos de gauche, dans un but de préservation, juste pour essayer de savoir comment on pourrait augmenter le taux de survie de ces petites. Alors c'était pas fait de la même manière qu'on le ferait maintenant, mais au moins on a vu qu'il avait déjà été sensibilisé. Et puis donc en 2006, quand on a voulu aller là-bas, puisqu'il n'y avait plus rien sur l'atoll, on a dû aller avec des bateaux de pêche, on y allait avec nos tentes, nos sacs à dos, on avait en gros pas grand-chose, un téléphone satellite qui passait jamais, enfin voilà. Mais ça nous a permis quand même de commencer à prospecter et petit à petit de développer une méthode. Et cette méthode maintenant, c'est une méthode qu'on aimerait exporter un petit peu sur des îles perdues, un peu comme cet atoll de Tetiaroa, ailleurs dans le Pacifique. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Et là, je vous montre sur quelques photos. On en voit une en bas à gauche, par exemple. Vous voyez la personne qui est assise avec la tortue qui est sur sa droite. Mais les tortues marines, elles ne pondent que la nuit. Donc les tortues vertes de Polynésie française, parce que je ne vais pas faire une généralité, il y en a quelques-unes qui pondent de jour, mais c'est que la nuit. Donc si vous voulez en voir, il faut ne pas dormir la nuit. Et à partir du moment où le soleil se couche, on passe notre temps à marcher sur la plage toute la nuit. Donc c'est vrai, quand on cherche des bénévoles, au début, ils sont super contents, puis à la fin, ils trouvent que c'est un peu fatigant. Mais bon, ça fait partie des choix de ce que l'on fait. Et donc après, en 2014, on a eu donc ce partenariat, je vais en parler après, avec un hôtel, donc l'hôtel Brando, dont Richard Bellé, le cofondateur de Te Manao Te Moana, est à l'initiative. Et cet hôtel nous permet toujours d'accueillir des gens prestigieux, notamment des gens qui sont engagés dans des associations. Et en partenariat avec l'association Tetiaroa Society qu'on a créée en même temps, donc en 2014, ça nous permet maintenant d'avoir des infrastructures et de ne plus faire un peu de camping comme on faisait au tout départ, et d'avoir une visibilité. Donc pour commencer la conférence, je m'étais dit que j'allais rappeler un peu rapidement le cycle de vie des tortues, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Ce sont des animaux très intéressants qui ont un cycle de vie assez compliqué finalement, mais qui à chaque étape de leur vie, comme tous les animaux finalement, peuvent être impactés par des changements, et notamment par les changements climatiques. Donc là, si on prend ce tableau et qu'on commence par exemple par on va dire la phase d'accouplement, les tortues elles vont être matures à partir de 20 ans en général. Donc je vais surtout parler des tortues vertes aujourd'hui, mais globalement leur cycle de vie est à peu près pareil.
Après la phase d'accouplement, la tortue va venir pondre. Elle ne pond pas qu'une fois dans une saison, elle va venir pondre plusieurs fois. Puis après, elle va faire une pause et pendant plusieurs années, elle ne pond plus. Et elle va revenir ensuite pondre. Alors chez nous, à Tétiaroa, maintenant, on le sait vraiment bien, c'est plutôt tous les 6 ans. Et qu'est-ce qu'elle fait pendant ces 6 ans? Je vais vous montrer après. Elle part en général très loin. Et donc, si on met en place des mesures de conservation sur le site de ponte, mais qu'elles ne sont pas protégées sur leur trajet pendant les 6 ans entre 2 saisons de ponte, ben en fait, notre plan de conservation n'est pas forcément très adapté. Une fois que les œufs sont pondus, ils vont être dans le sable, ils vont être recouverts. La période d'incubation est à peu près de 2 mois. Et les petites tortues vont sortir et elles sont on va dire ça, préorganisées, prédéterminées, dès qu'elles sortent du sable, à regagner le lagon. Alors nous, on a des lagons dans ces îles. S'il n'y a pas de lagon, c'est le large, mais elles ne restent pas sur la plage. Elles vont faire un cycle migratoire qu'on connaît très peu au début, parce qu'elles sont toutes petites, elles font 20 grammes et 5 cm. Donc elles vont dériver avec le courant de surface. Et parfois, on les retrouve quand elles sont adolescentes, on va dire juvéniles, dans des lagons où elles vont se poser pour grandir, elles vont manger. Et puis quand ça va être l'heure pour elles de se reproduire à nouveau, donc pas avant 20-25 ans, elles vont retourner sur la plage où elles sont nées. Et parfois, cette plage, elle a plusieurs milliers de kilomètres. Donc c'est assez fascinant à étudier. Alors on sait qu'il y a une influence du magnétisme terrestre. Bon, comme on sait tous, il y a énormément de changements en ce moment sur la planète, mais ce magnétisme, il peut être perturbé, mais il est tellement puissant qu'une petite qui est née 25 ans après, elle va revenir parfois sur la même plage. Donc c'est assez passionnant à étudier en plus de tout ça. Je mets cette photo parce que c'est assez intéressant. En Polynésie française, tout le monde voit des tortues. Alors avant, on en voyait peu, maintenant on en voit plus. Mais quand on demande, et notamment aux pêcheurs, est-ce que vous avez vu des mâles et des femelles, ils ne savent pas nous répondre. Alors quand on fait les programmes pédagogiques, les enfants ils sont tous morts de rire, parce que moi ce que je leur dis, c'est qu'un mâle adulte, il a une queue grande comme un bras, qui dépasse de la carapace. Si vous voyez à droite et à gauche, c'est 2 mâles, mais on le voit bien sur la gauche. Quand on voit un animal comme ça de profil, on sait que c'est un mâle tortue verte adulte. Donc si la plupart des gens qui voient des tortues qui ont une grande taille, comme celle-ci, ne voient pas de queue à l'arrière de la carapace, c'est que c'est une femelle. Et malheureusement, je vais en parler après, mais on est dans un phénomène mondial de modification du sexe ratio, donc l'équilibre entre les mâles et les femelles, qui est influencé par la température d'incubation des œufs, puisque le déterminisme du sexe ne se fait pas par les chromosomes, mais se fait par la température d'incubation. Et plus le nid va être incubé dans une température moyenne élevée, et plus on va produire des femelles. Donc c'est jamais bon signe quand les pêcheurs dans un endroit vous disent « Ah ben non, nous on en trouve plein, mais en fait c'est que des femelles ». Donc il y a quand même quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on aime bien mettre cette photo, parce qu'on développe des réseaux de sciences participatives, j'en parlerai après, où c'est vraiment important pour nous d'expliquer aux gens ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de grand-chose, reconnaître l'espèce, avoir à peu près la taille et savoir si c'est un mâle ou une femelle. Donc l'accouplement, moi, ça va se passer comme ça se passe dans l'eau en général. Voilà, donc j'ai mis les petites vidéos. C'est difficile à observer quand même, ça dépend des lieux. En général, l'accouplement dure quand même assez longtemps. Et puis, dans quelques semaines après, donc ça dépend à peu près des espèces et des lieux, la tortue, elle va monter sur la plage. Alors là aussi, c'est une anecdote, mais quand on a commencé à aller dans les îles un peu éloignées, et on leur disait à quoi ressemblait une trace de tortue, vous le voyez là sur ma photo, on dirait un tracteur en fait, on dirait des roues. Et parfois, on se dit, mais les gens, ils ne se sont pas rendus compte, le tracteur, il sort de l'eau, il va dans les buissons, bon là, on pas les buissons, mais... et il redescend dans l'eau. Bon bref, donc ça, dès que vous voyez quelque chose comme ça, ou que ce soit sur la planète, c'est quand même des traces de tortue. Et quand on regarde bien, on voit par où elle est montée et par où elle est descendue. Puisque les tortues vertes, elles ont un mouvement de... Elles rampent sur la plage de manière symétrique avec leurs 2 nageoires antérieures, droite et gauche. Et comme vous voyez là, c'est symétrique. Donc on voit sur la gauche qu'elle est montée par rapport à l'orientation de ses traces, et puis à droite qu'elle est descendue. Et une fois qu'elle a trouvé un lieu propice, c'est souvent sous la végétation pour des questions de température, elle va creuser un nid. Alors, elle va d'abord dégager avec ses nageoires antérieures toute la zone. Et puis, vous voyez, moi, c'est ce qui m'a fasciné le plus au début quand j'ai vu ça. Avec ses nageoires postérieures, elle va les orienter comme vraiment une cuillère ou une pelle, en fait, pour pouvoir sortir le sable, le déposer délicatement sur le côté. Et elle va creuser jusqu'au maximum de ce qu'elle peut faire par rapport à la longueur de sa nageoire. Donc, ces nids, ils font entre 55 et 60 cm de profondeur. Et parfois, on en voit, c'est assez émouvant à voir, où elles vont faire tout ce qu'elles peuvent, elles font 120 kg, elles sont grosses, pour aller chercher les dernières petites quantités de sable, parce qu'elles veulent que le nid soit assez profond, parce que la profondeur va déterminer l'humidité et la température. Et donc, elles vont essayer de tout faire pour que les futures émergentes, donc les futurs bébés tortues, soient dans les conditions d'incubation les plus propices. Ça, c'est la ponte. Donc, vous voyez, les œufs, ils tombent en général par série de 1 ou 2.
on voit sur le côté du mucus. Ce mucus, c'est un peu comme du blanc d'œuf. Ça va entourer les œufs. Ils ont à peu près la forme d'une taille de la taille d'une balle de ping-pong et ils ne se cassent pas. Alors c'est assez intéressant parce que je vous disais 50-60 cm de profondeur. Quand le cloaque donc, va commencer à s'ouvrir, il va y avoir un œuf, puis 2, puis 3, et ils vont tomber de 50 cm et ils ne se cassent jamais. Parfois, ils vont être un petit peu déformés, mais c'est quand même, la nature est bien faite, donc quand on voit ça, c'est quand même très sympa. Je ne sais pas ce que ça fait ça. Voilà, et là, alors ça ne marche pas très bien. Là, c'est le moment où elle va reboucher son nid. Bon, je ne sais pas, ça bug complet. Elle rebouche son nid, pareil avec les nageoires postérieures, histoire que les œufs ne soient pas à l'air. Et puis après, elle va recamoufler. Je vais passer à la suivante. Voilà. Et une fois qu'elle a rebouché avec ses nageoires postérieures, elle va camoufler. Ouais, ça n'a pas l'air de marcher. Pour essayer. Alors, là, la tête est vers le haut. Et en fait, ouais, non, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi là. J'essaie de revenir en arrière. Elle va camoufler pour essayer de leurrer les prédateurs. C'est-à-dire que même nous, quand on a l'habitude, on en a vu plusieurs centaines des nids de tortues. Quand on passe, on a vu l'aller-retour, on sait que c'est une tortue. On voit qu'elle a mis du sable un peu partout, qu'elle a cassé les buissons. Vous voyez, elle est vraiment dans les buissons. Mais savoir où sont les œufs, c'est très difficile. Parce qu'en fait, elle va reboucher, donc les œufs sont cachés, mais elle va jeter du sable avec ses nageoires avant et elle va avancer. Et tout ça, c'est pour essayer de leurrer les prédateurs qui pourraient venir chercher les œufs et aller les creuser et aller les manger, quels que soient les prédateurs. Et donc même nous, on se fait souvent un petit peu avoir parce qu'on ne sait pas où les œufs se trouvent. Et souvent, c'est sous une butte. Au lieu d'un petit creux, puisqu'on s'est dit elle a creusé une cuvette, et en fait, c'est sous une butte. Donc c'est assez intéressant à voir. Et puis après, elle va regagner le lagon. Donc là, ça a l'air de marcher. Voilà. Vous voyez comment elle se hisse sur le sol. Donc elle regagne le lagon avec ses nageoires. Et là, vous voyez, elle fait une pause et elle lève la tête et elle respire, elle sent. C'est très important pour les tortues, en fait, puisque, bon, bien sûr, ça va les aider à retrouver le lagon. Vous voyez, donc il y a le lagon et la barrière de corail qui est sur la droite. Mais on pense aussi, on appelle ça la plume olfactive, que ces tortues, en plus de l'utilisation du magnétisme terrestre pour retrouver le lieu où elles sont nées, sont peut-être influencées par les odeurs, les senteurs qui sont diffusées par les plantes qui sont sur ce littoral et qui sont en fleurs au moment de la ponte des tortues. Alors, j'ai de la chance dans la salle d'avoir des collègues ici qui connaissent les Tiarois, qui sont venus avec moi voir des pontes. Mais nous, par exemple, quand on est là-bas et qu'on marche sur les plages la nuit, on sent ces odeurs. Il y a certaines essences végétales qui sont assez puissantes et on pense que ça, c'est très important, d'où le respect de la végétation indigène de ces atolls. Je vais en parler après. Ça, c'est l'exemple d'une tortue. Alors, c'est compliqué à voir, mais en gros, sur l'image de droite, on voit sa nageoire postérieure droite, on voit des œufs dessous, on voit son bout de queue, puisque c'est une femelle et elle est toute petite, et à gauche, on voit un moignon. Et en fait, c'est une tortue qui a été soit prédatée par un requin, soit blessée, mais là, je pense que c'était plutôt un requin. Et quand on l'a vue, c'était le 24 décembre, le soir de Noël. On s'est dit, bon, on va passer la soirée parce que ça va être très long. Et finalement, elle a quand même réussi à pondre. Et je crois que sur le côté, on voit la vidéo, voilà. Et vous voyez son petit moignon à gauche, là, il tourne dans le vide, en fait. Elle a réussi à pondre et ça ne sert à rien. Et en fait, elle a quand même fait 3 ou 4 nids pendant cette saison-là. Et nous, les humains, on était là, on se disait, mais elle ne va pas y arriver, on va l'aider, on va creuser pour elle. Et en fait, elle a vraiment bien réussi. Il y a un autre cas, je crois que je n'ai pas mis là, d'une autre tortue à laquelle il manquait complètement une nageoire antérieure. Et on s'est dit, une tortue avec une nageoire antérieure en moins, elle ne peut pas monter en ligne droite, elle va forcément tourner. Et elle nous a fait la démonstration que pas du tout c'est possible. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle appuyait avec sa nageoire antérieure droite qui était normale et elle poussait avec sa postérieure gauche. Un peu comme nous quand on a un peu des béquilles. Donc tout ça pour dire qu'on apprend tellement en regardant la nature et c'est ça qui est vraiment passionnant. C'est que parfois on va se dire, bon ben voilà, dans le règne animal, il y a ça et ça qui ont changé, il faut qu'on intervienne. J'en parlerai après par rapport aux œufs. On est dans une configuration, on est de nombreux spécialistes à l'international à travailler sur les tortues marines, mais il y a de plus en plus d'actions où on va récupérer les œufs, les mettre en nurserie, tout contrôler pour pouvoir faire au mieux pour que le taux de survie soit le plus important. Et parfois, on se dit qu'en les observant, ils trouvent peut-être eux-mêmes des solutions. Tout à l'heure, je parlais du réchauffement climatique et de l'augmentation de la température. Il est tout à fait possible que par endroits, les tortues aient comme on va dire, réaction d'adaptation à ces augmentations de température, le fait de monter plus haut dans la végétation, où le couvert végétal va faire plus d'ombre, ou bien d'essayer de creuser un maximum, et
de manière plus profondément pour que la température soit plutôt préservée. Ah ben voilà, oui, donc j'avais mis la photo de cette tortue. Donc là, c'est pas une vidéo, c'est une photo. Alors, je crois que j'ai le pointeur, mais c'est quoi, ça doit être ça. Voilà. Vous voyez ici, elle a juste un moignon, en fait, ici aussi. Et c'est cette tortue qui a réussi quand même à monter toute seule et à venir pondre sans aucune aide de notre part. Donc c'était très intéressant. Voilà, et donc ça, c'est à peu près 2 mois après. Sur Tétiaroa, c'est 62-63 jours. Ou de même, toujours la nuit, les petites vont éclore. Donc c'est une phase qui est très intéressante à observer. Et c'est aussi une phase pendant laquelle il y a énormément de dangers et de prédation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces tortues, elles ont un déterminisme. Elles vont naître à peu près en même temps. Et elles vont attendre d'être toutes prêtes dans la colonne de sable pour sortir en même temps et la nuit. Et pourquoi en même temps? Parce que ça permet au final d'essayer de limiter l'impact de la prédation. Puisque quand il va y avoir un prédateur, s'il y en a une centaine, il ne va pas pouvoir toutes les avaler. Et donc ça permet à certaines tortues de s'échapper. Bon, après, on en parlera après, mais il y a quand même un très fort taux de prédation au moment de la sortie du nid. Et en dehors de ça, elles sont aussi programmées pour aller en descente. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en général, les nids sont plutôt pendus en haut de la plage et elles vont aller plutôt en pente. En général, elles ne remontent pas vers le haut. Et malheureusement, par rapport à l'impact anthropique, elles sont aussi attirées par la lumière. Et donc, si à côté de ce nid tortue, il y a une source lumineuse présente, elles peuvent être attirées, aller vers cette source lumineuse et finalement ne pas être capables de retourner à la mer ou au lagon, ce qui est vraiment très, très important pour elles. Voilà, on a mis des caméras qui se déclenchent au mouvement, puisque bien sûr, on ne peut pas dormir à côté de tous les nids tortues pour tous les voir éclore. Donc, on a fait pas mal de projets pour essayer de voir comment se passaient les éclosions et qu'est-ce qu'on avait comme prédation. Je vais vous en montrer après. En fait, on aime bien montrer la vraie vie. Il y a des choses qui ne sont pas très belles et on va voir des tortues se faire prédater. Mais ça, c'est une éclosion normale. Vous voyez que ça se passe en général très vite. Voilà. Ça se passe très vite et il y a vraiment un déterminisme. Et en fait, elles se montent les unes sur les autres pour essayer d'être le plus rapide possible. Et puis après, elles vont toutes aller en colonne vers le lagon. Et en fonction des lieux, parfois, il va y avoir des coraux, des morceaux de coraux surélevés, etc. Elles peuvent être bloquées. Et donc, quand on les observe, on voit vraiment leur habileté à s'en sortir. Et parfois, elles vont même passer sur des cailloux, se retourner, être retournées sur le dos. Elles sont capables de se remettre normalement et de continuer. Et pour nous, quand on les voit, c'est quand même un bon signe de vitalité et ça nous donne l'idée qu'elles vont s'en sortir. Voilà. Et là, donc après, c'est la phase où elles regagnent le lagon. Donc, vous allez voir, ça va très, très vite. Bon, c'est un peu comme une course, en fait. Et donc, nous, quand on est capable de les observer, on va mettre en place une surveillance passive de notre part, mais bien sûr, on ne va pas les laisser se faire prédater par les animaux qui sont autour. Alors en général, ça dépend où on se trouve, mais ça peut être les chiens, les chats, les rats, les cochons, parfois d'autres animaux en fonction de où on se trouve. Mais il est évident qu'une fois qu'elles regagnent l'eau, donc là, vous voyez, il y a le lagon avec la barrière de corail qui se trouve juste après, qui est quand même assez importante à Tétiaroa. Une fois qu'elles sont dans le lagon, il y a énormément de prédation marine, vous allez voir après. Et là, on n'a pas de moyen d'action en particulier si on veut les laisser partir. Et ça, c'est une des images qu'on a essayé de faire en drone. J'en parlerai après des chiffres, mais on pense que sur une centaine de pondus, on va dire sur une centaine de bébés qui seraient sortis du nid, il n'y en aurait qu'une seule qui arriverait à l'âge d'1 an. Pour plein de raisons. Des raisons de prédation, des raisons de prédation dans le sable, puis dans le lagon. Puis après, c'est compliqué pour elles parce qu'elles vont flotter dans un océan qui est immense. Elles ne vont pas forcément toujours trouver leur nourriture. Elles peuvent être prises au piège dans des déchets dérivants, par exemple, des choses comme ça. Et on a essayé de quantifier combien de bébés, on va dire sur une centaine, qui sortent du sable, vont arriver au moins au récif. Et c'est assez compliqué, vous allez voir sur l'image en drone, parce qu'en fait, elles ne se suivent pas toutes, elles ne sont pas toutes les coudes serrés, elles vont partir un peu en entonnoir. Là, vous allez voir tous les points, c'est les petites tortues. Donc, on en voit une là, une là, une là. Vous voyez, il y en a partout. En général, c'est assez intéressant de voir, elles vont quand même assez vite et à peu près dans la même direction. Mais sur une centaine de tortues comme ça, on n'a pas pu en suivre énormément jusqu'à la barrière récifale. Donc, on n'a pas eu de statistiques ou de chiffres, malheureusement. Intéressant aussi à voir, vous avez vu tout à l'heure, la femelle tortue verte, quand elle monte sur la plage, elle est symétrique. Donc, elle utilise ses 2 nageoires pour se hisser. Les petites tortues vertes, quand elles naissent, elles ne font pas ça. Elles vont faire un peu comme du crawl. Elles utilisent la nageoire droite et la nageoire gauche de manière alternée. D'ailleurs, je crois qu'on le voit sur l'autre de manière un peu évidente. Je ne sais pas si je peux le remettre.
Est-ce que ça marche là, voilà, si je le remets là, si je remets là, bon, ça marche pas. Bon, bref, ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est qu'une fois qu'elles arrivent dans l'eau, donc elles sont alternées droite-gauche, et quand elles arrivent dans l'eau, en général, elles font 1-2 mouvements, et puis après, spontanément, naturellement, elles se rendent compte que de mobiliser les deux nageurs en même temps, ça va plus vite. Et là, on a l'impression que devant nous, elles apprennent à nager, quoi. Ça, c'est beau à voir, et c'est assez fascinant. Voilà, donc là, vous voyez qu'elles mobilisent vraiment leurs deux nageurs droite-gauche en même temps. Et elles ont besoin de venir respirer très souvent à la surface, donc elles remontent très très souvent. Voilà, donc ça, c'était un peu pour vous expliquer le cycle de vie de ces tortues vertes. Et après, qu'est-ce qu'on fait sur Tetiaroa et comment on les a étudiées. Donc, il y a différentes phases. Il va y avoir des phases que l'on peut faire de manière assez systématique et assez régulière. Et puis après, il va y avoir les phases d'observation de nuit. Donc, il est évident que pour voir les femelles, les identifier, les reconnaître et savoir éventuellement avoir les moyens et les outils de les reconnaître de nouveau quand elles reviennent pondre dans la même saison, 1 semaine, 2 semaines après, en général c'est 12 jours, on a besoin de les voir. Donc pour les voir, on va patrouiller sur les plages, on va être à la recherche des traces. Il est évident que si on voit une trace qui monte et pas de trace qui descend, on se dit, bon ben super, la tortue elle doit être dans un buisson en train de pondre, donc en général on arrête de marcher, on écoute, on essaie de ne pas du tout l'influencer, déjà pas par nos odeurs, donc on n'essaie pas s'approcher. Et puis si on entend du bruit, c'est qu'elle est en train de jeter du sable, donc ça veut dire qu'elle cherche sa zone, elle commence à pondre. Et puis une fois qu'elle a vraiment trouvé son lieu de ponte et qu'elle a pondu, là on va mettre en place quelques manipulations qui vont être, on les pèse pas en général, qui va être de les mesurer, de les baguer, de faire des prélèvements génétiques, etc. Et c'est vrai que quand on le fait à la fin de la ponte, elles sont un peu en transe en général, elles ne bougent plus du tout. Mais c'est vraiment important pour nous de pouvoir faire tout ça. Ce que l'on fait aussi, c'est qu'on utilise une méthode qui s'appelle Torsoy, qui est une méthode de photo-identification, comme on voit ici sur le côté, qui est assez simple, qui a été développée par des collègues de l'île de la Réunion et qui permet, par un système semi-automatique, de vraiment avoir une identification de cette tortue, un peu comme nos empreintes digitales. Donc si elle est revue un jour, et je vous montrerai après des images, à Fidji par exemple, typiquement elle a pondu devant moi ce soir, je la prends en photo, je rentre dans le logiciel, elle est revue dans 3 mois par un collaborateur à Fidji. Si nous envoie la photo, on la rentre dans notre logiciel, on est sûr que c'est celle-là, donc c'est très très important. Et puis après on continue quand même en fonction des endroits à poser des bagues sur les nageoires, donc c'est un peu un système plus ancien qu'on met en place, mais c'est assez important. Et puis on met des pit tags, les pit tags c'est ce qu'on met maintenant sur les chiens et chats, c'est les petites puces qu'on met sous la peau, et pour lesquelles on a besoin d'un lecteur pour lire le code, mais c'est assez facile à mettre en place aussi. Donc là, c'était pour partager avec vous quelques chiffres clés. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les chiffres, mais c'est pour vous expliquer un petit peu ce que l'on fait. Donc vous voyez là sur la photo, on voit la tortue, elle est montée par là, elle est allée pondre par là dans les buissons, elle est redescendue. Là, à l'arrière, on voit des villas de l'hôtel Brando. Je vous en parlerai après de l'hôtel et de sa construction. Notre période de ponte, elle est vraiment très connue maintenant, puisque ça fait 20 ans qu'on y est. Donc les pontes, elles vont commencer en octobre, le pic va être en novembre-décembre. Et ce qu'on appelle les émergences, donc les éclosions, elles ont lieu 2 mois après, puisque la moyenne d'incubation, c'est dans les 60-62 jours. Donc tous les ans, on met en place des équipes de biologistes et de bénévoles sur l'atoll pour venir nous aider à patrouiller sur les plages. Donc là, sur les chiffres, je vous ai mis à peu près, mais c'est globalement, on en est à pas loin de 9000 traces. Donc ça paraît pas forcément énorme, mais quand on sait qu'au tout début, on en avait 1 ou 2 par saison, ben, on est quand même assez content de nos chiffres. On a identifié à ce jour, par rapport à la saison, à peu près 400 femelles. Donc 400 femelles, pour nous, c'est important parce que ces femelles, ça veut dire qu'elles ont entre 25 et 80-90 ans et qu'elles sont nées à Tetiaroa et qu'elles vont toujours revenir pondre à Tetiaroa. Sauf gros changements climatiques ou gros changements globaux. Mais c'est quand même important, du coup, de protéger le site où on sait qu'elles vont revenir, sachant qu'elles ne reviennent que tous les 6 ans. Et donc, comment on sait qu'elles reviennent tous les 6 ans? Parce que du coup, on les a identifiées, on les a baguées. Et surtout, comme on est sur toutes les plages, alors si ce n'est pas nous, c'est d'autres collègues, mais on partage nos images. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir étudié d'une manière très précise sur un atoll en particulier. Au total, on en est à peu près à ce jour-là par rapport à la saison à 400 000 bébés qui sont nés. Alors comment on sait ça? Parce que des fois, les gens nous disent « ouais, 400 000, c'est des extrapolations », mais pas du tout. Là, le chiffre là, c'est 352 000 coquilles d'œufs vides qu'on a comptées en creusant les nids après l'éclosion. Je vais vous montrer des photos après. Et pourquoi on fait ça? C'est pour savoir combien d'œufs ont été pondus. Parce que quand on voit la ponte, on ne voit pas toujours le début. Et puis, on ne s'amuse pas à les compter un par un quand ils tombent, parce que parfois, on n'y arrive pas. Mais le fait de compter les coquilles vides après l'éclosion, sans intervenir sur l'éclosion, mais du coup, c'est important. Ça nous permet d'avoir des ratios de nombre d'œufs pondus par nid. On a 38 femelles qui ont été recapturées. Alors, recapturées, ça veut dire revues
entre 2 saisons différentes. Donc, par exemple, une qu'on aurait vue en 2011 et qu'on a revue en 2017. Ça veut dire que pendant 6 ans, elle est partie de Polynésie. Vous allez voir les couloirs de migration après. Elle est partie vivre ailleurs, chez nos voisins du Pacifique, mais elle est revenue. Et c'est important pour nous parce qu'on se dit que si l'atoll, pour des questions de modification, par exemple d'érosion, n'est plus propice à la ponte, ces tortues, elles vont revenir et elles ne vont pas pouvoir pondre. Et en fait, en gros, l'espèce peut très vite décliner si cette phase de ponte, elle n'est pas préservée. En moyenne, et c'est un chiffre qui est assez important pour les tortues vertes, on a 6 pontes par femelle par saison. Donc si la femelle, elle va commencer à venir pondre, par exemple aujourd'hui, bon, c'est pas le cas, hein, on est en mars, là, on est en fin de saison, elle va revenir pondre tous les 12 jours et elle peut venir 6 fois. Et parfois, en fonction des équipes qu'on a sur place, la même femelle, on la voit 6 fois. Et donc, il y en a, on les connaît par cœur. On sait qu'elle va pondre sous ce buisson. Il y en a qui vont faire 3 tours avant de pondre. Il y en a qui vont monter d'abord, puis redescendre, puis remonter pour pondre. Enfin bon, on les connaît vraiment très, très bien. Et ça, c'est un peu un modèle d'étude. Donc, ce qu'on aimerait maintenant, c'est utiliser tout ce modèle et la méthodologie qu'on a mise en place pour aller aider d'autres structures ou d'autres lieux à étudier les tortues un peu comme on a fait. L'intervalle de ponte, c'est 12 jours. Alors là, c'est pareil. Au début, on était entre 10 et 14, 12 et 16. Maintenant, c'est 12 ou 13. Donc, si elle est venue le premier, ben, elle va revenir le 13. Et si elle n'est pas venue le 13, c'est pas grave. On y va le 14 et pratiquement à chaque fois, on les revoit. Donc, ça aussi, c'est très, très important. Et par contre, il y a une fluctuation. C'est-à-dire qu'il y a des tortues qui vont venir pondre et pondre 2 fois et repartir. Et il y en a qui vont rester quand même avec un maximum de 135 jours. Ça veut dire qu'elles vont rester dans les eaux polynésiennes quand même assez longtemps. Et du coup, comme on pense qu'elles ne s'alimentent pas, c'est un projet qu'on voudrait lancer après, elles viennent avec vraiment des réserves et on les voit entre le début de la saison de ponte et la fin de saison de ponte où vraiment elles perdent du poids en fait. Hein. Elles maigrissent, on va dire. Voilà, ça c'est pour vous montrer un peu l'évolution, donc la courbe d'évolution. Donc là, je ne vous ai pas mis le dernier puisqu'on est encore en cours. Là, j'ai mes collègues qui sont encore sur site, qui travaillent jusqu'à la fin du mois d'avril. Mais on va être à peu près à 150 femelles estimées cette année. Donc si vous voyez, là, on avait eu un pic en 2017-2018, un pic en 2023-2024. Et là, on va être dans le record. En fait, on est en train de battre tous les records de la saison. Donc en résumé, je crois que j'ai refait une diapo pour résumer. Mais quand on a commencé, on avait entre 1 et 15 traces par saison. Et là, on en a eu 1500. Donc en fait, quand on dit à des collègues, il est temps de commencer à mettre en place des actions, ok, il faut 20 ans, mais si on ne commence pas maintenant, on sait que dans quelques années, il n'y en aura plus. Et si la femelle, elle est menacée et qu'elle ne revient pas, bien sûr, elle ne reviendra plus jamais. Donc il n'y aura pas de ponte, donc il n'y aura pas de petites tortues, et donc il n'y aura plus jamais de tortues qui viendront pondre sur ce site, sur cet atoll. Voilà, donc ça c'est cette saison actuelle, donc avec 1500 traces. Et ce qu'il y a d'important, c'est qu'on a 6 femelles qu'on a revues cette saison, qu'on avait déjà vues les saisons d'avant. Alors vous imaginez, avec nos collègues, on est quand même super contents parce qu'on ne le voit pas tout de suite hein, sur le moment. Si on arrive à lire le numéro de bague, si on prend la photo, on met la photo dans le logiciel et puis hop, ça nous apparaît et ça nous dit c'est la tortue qui s'appelle Manao qu'on a déjà vue il y a exactement 6 ans. Et donc c'est super intéressant parce que du coup, on arrive à refaire un peu l'historique de ces femelles. Et puis par femelle, on sait combien elles ont pondu d'œufs, combien d'émergentes sont nées vivantes. Donc on fait tout le pédigré en fait de ces individus et c'est vraiment passionnant. Et on a commencé cette année à faire des images en drone. Alors ça c'est juste un exemple que je vous ai mis ici. Ça permettrait peut-être sur des atolls éloignés de faire des suivis de jour pour voir s'il y a des traces. Hein. S'il n'y en a pas, on ne va pas s'embêter à envoyer des drones. Mais par contre, la nuit, on peut le faire. Donc ça, c'est toujours à Tétirois. Je crois que j'ai mis le film ici. Voilà. Vous voyez, en fait, moi, je suis là en train de faire la photo de cette tortue. La tête est ici. Vous voyez les 2 nageurs du début. Et à un moment, on voit que ça brille un petit peu. Là, c'est sa bague. Et ça, c'est mon collègue qui m'aidait aussi. Et là, le drone, il est à 12 mètres d'altitude. Il n'est pas très haut. Mais on voit quand même très bien. Et sur d'autres photos, on voit vraiment bien les traces. Alors les tortues, ce sont des animaux à sang froid, donc elles ne sont pas très faciles à voir par rapport à nous. Mais comme elles sont en activité, on voit bien ce mouvement et donc la caméra infrarouge nous permet d'avoir des résultats très intéressants. Donc on va essayer de voir si on ne peut pas mettre en place un projet l'année prochaine avec ça. Voilà, donc là ça revient un peu aux intervalles de migration dont je parlais au début, avec à peu près 6 ans entre chacune. Je vais vous montrer où elles vont après. Au tout départ, quand on a commencé, on pensait que c'était plutôt 2 ou 3 ans. Et donc, on commence à s'inquiéter en se disant, on a vu ce lot de femelles, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne les revoit pas. Et d'un coup, la 6e année, il y a tout un lot de tortues qu'on connaissait qui sont revenues. Et là, on s'est dit, chouette. Et en fait, ça s'est avéré se répéter. Donc, comme on en est à 20 ans d'études, on a vraiment cette périodicité de 6 ans en moyenne. Ça, c'est le cas d'une tortue intéressante. Alors, vous la voyez ici. Malheureusement, elle n'était pas dans une position normale. C'était en 2011.
En 2011, il n'y avait pas Tetiaroa Society, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait personne, il y avait juste nous et nous. Et en fait, on marche sur les plages. Donc là, on voit, c'est un motu qui s'appelle Tiaronou, c'est un des grands motus principaux où les tortues pondent. Et nous, avec un collègue, on marche sur la plage, là. Et en fait, il n'y a personne sur cet atoll, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait du bruit. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de cochon. Il y a des crabes, il y a des rats. Et en fait, on entend du bruit dans la végétation. On se dit, qu'est-ce que ça peut être? Alors forcément, qu'au départ, on est un peu inquiet. On va voir et en fait, on tombe sur cette tortue qui avait été retournée sur le dos. Et en fait, ce sont des braconniers qui viennent pour consommer des tortues. Donc c'est illégal depuis 1990 en Polynésie française, qui avaient comme technique de marcher sur les plages, récupérer les tortues, les ramener dans la végétation, les laisser sur le dos, et puis après, ils revenaient toutes les récupérer pour récupérer la chair et les consommer. Donc cette tortue forcément, qu'on l'a remis sur le dos, on l'a laissée repartir. Elle est revenue pondre le lendemain. Et en fait, la grande chance qu'on a eue, c'est qu'elle est revenue 4 fois depuis. Donc là, c'était en 2011. Elle est revenue en 2017, 2021, 2025. Donc non seulement on l'a sauvée, mais en plus, depuis, elle a produit énormément de bébés tortues. Elle est revenue sur cet atoll. Et tout ça, ça nous permet de nous dire qu'en fait, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et que deux, ce sont des choses qu'on peut partager avec d'autres collègues qui travaillent dans le Pacifique Sud en disant ça vaut le coup, commencer à mettre en place des actions parce que ça porte ses fruits, mais il faut être patient et ça met du temps, mais au moins c'est des belles histoires. Et puis après, pour comprendre un peu ce qu'elles vont faire dans cet intervalle des 6 ans, il a fallu qu'on ait essayé de les étudier. Alors c'est pas très nouveau, il y a beaucoup de gens qui ont mis en place des études bien avant nous, de suivi satellitaire. Donc c'est une petite balise que vous voyez ici qui est posée sur le dos de la tortue, qui a une antenne. Et l'antenne, elle va émettre. Et par système Argos, on va savoir où elle se trouve et où elle va, en combien de temps elle y va, quelle est sa moyenne de déplacement, etc. Donc là, je vous ai mis les derniers résultats que l'on a eus, qui sont quand même très, très intéressants. Alors, je ne sais pas combien il y en a, peut-être 8 ou 12, mais vous voyez Tetiaroa, c'est ici. Donc là, vous avez l'île de Tahiti. Tetiaroa qui est à 50 km au nord. Là, vous voyez à quoi ressemble une balise. Donc c'est quand même assez petit, c'est à peu près comme mon pointeur, mais il y a une antenne. Donc l'antenne va envoyer des signaux quand la tortue vient respirer. Et on règle notre système quand on commande nos balises pour que l'antenne, elle n'émette pas à chaque fois. Parce qu'on n'a pas besoin de savoir où elle est avec grande précision, on a besoin de la suivre la plus longtemps possible. Et le plus long suivi qu'on a fait, c'était quand même sur 18 mois, donc c'était très intéressant. Mais comme je vous ai dit qu'elle revenait tous les 6 ans, on n'a jamais eu une tortue qui a pondu, qui est partie et qu'on a vu revenir, puisque ça ne dure pas 6 ans la batterie. Mais n'empêche que si vous voyez ici, elles sont toutes parties vers l'ouest, avec un groupe qui va à Fidji, d'où l'intérêt pour nous de travailler avec nos collègues de Fidji. L'an dernier, pour une petite histoire, c'est intéressant, je vais en parler après, il y en a 2 qui sont allés à Wallis, et 2 qui sont allés dans les Samoa. Pour revenir à Wallis, c'est un autre projet dont je parle un peu à la fin. Comme on a tellement étudié ces tortues sur Tetiaroa et qu'on est passionné et qu'on veut continuer à essayer de faire des choses, on développe des partenariats avec des pays du Pacifique. Et donc, il y a 2 ans, maintenant 2 ans et demi, je suis allée à Wallis. Donc, Wallis est un territoire français qui se trouve ici, sur lequel il y avait eu très peu d'études sur les tortues marines. Et donc, j'y vais sur demande d'un collègue vétérinaire qui avait un cas particulier sur une tortue. Donc, j'y vais pour l'aider. Et puis, on se rend compte que les tortues pondent là-bas. Et donc, on trouve intéressant. On commence à faire des suivis. On voit des tortues pondre. Là, je parle des tortues vertes, mais on voit même une tortue imbriquée pondre, ce qui n'avait jamais été prouvé avant. Et puis, on leur dit, si vous voulez mettre en place des suivis, on va vous inviter à Tetiaroa. Comme on en voit souvent des tortues, vous n'allez pas venir pour rien. Tout ça veut dire que nous, au début, quand on y allait, on a fait des nuits et des nuits et des nuits. On n'en voyait pas des tortues, parce que 15 dans la saison, alors qu'on était 6 mois. Donc là, on leur a dit, ça vaut le coup. Si vous venez 2 semaines chez nous, vous allez en voir. Et normalement, il n'y a pas de raison. Donc, ce petit groupe de 3 personnes qui est prêt à être formé, il vient à Tetiaroa en janvier. Ils viennent avec nous, on voit des tortues. On a de la chance d'avoir des financements pour poser des balises satellites. Donc, on en pose 3. Ils participent avec nous à la pose de balises satellites et à l'identification des femelles. Et puis, une fois qu'ils ont été formés, ils sont repartis en avion chez eux. Donc, ils sont à Wallis. Et nous, on a sur nos téléphones les cartes de migration. Et on voit que 2 de ces tortues, toutes nos tortues, elles prennent la direction de l'ouest comme d'habitude. Puis d'un seul coup, elles avancent. Alors, vous voyez, Fidji, c'est quand même bien au sud. Et il y en a qui commencent à prendre des trajectoires comme ça. Et finalement, 2 d'entre elles sont allées dans le lagon de Wallis, mais devant les personnes qu'on avait formées. Il y a même un pêcheur qui nous a signalé qu'il avait vu une tortue avec une balise sur le dos. Et là, on s'est dit, c'est quand même incroyable. C'est eux-mêmes qui les ont baguées, qui les ont vues. Et en fait, elles ont mis à peu près 2 mois et demi entre le moment où elles sont parties de Tetiaroa et le moment où elles sont arrivées à Wallis. Et donc, on ne savait pas qu'on partageait des tortues. Donc là, elles sont restées assez longtemps. Et elles ont eu un comportement de déplacement qui nous montrait qu'elles étaient en phase d'alimentation. Donc c'est là qu'elles vivent pendant plusieurs années, voire 5 ans. Elles se reconstituent, elles mangent bien, elles font du gras. Puis après, dans 6 ans, elles vont revenir à Tetiaroa. Donc
Si on pouvait développer une technologie qui nous permette de resuivre les tortues pendant 6 ans, mais ça serait super intéressant, mais ça viendra, on espère. Voilà, et puis après, quand on n'est pas... comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur Tetiaroa, on a 12 îlots, 12 motus. On n'est pas toutes les nuits sur tous les motus parce qu'il faudrait qu'on soit 50. On est en général une dizaine. Donc sur les autres motus, on va compter les traces de jour. Donc vous voyez, là on est là, on compte, on inventorie, etc. Ça permet d'avoir à peu près un nombre total de pontes sur tout l'atoll parce que ça nous intéressait. Puis ça nous permet aussi de comprendre comment on peut faire du monitoring quand on n'a pas la possibilité d'être la nuit. Et donc pour ça, on a un partenariat avec SI France qui nous a, depuis 10 ans, qui nous permet d'avoir des outils de précision pour tout ce qui va être géolocalisation. On a développé une application qui nous permet d'avoir tous les paramètres que l'on souhaite. Donc, je n'ai pas dit au début, mais on fait bien sûr tout ça avec des autorisations administratives de la direction de l'environnement, puisque les tortues sont protégées depuis 1990. Et tous nos résultats, bien sûr, leur sont retransmis. Et donc, toutes ces données sont collectées et ça nous permet, avec des dashboards et tout un système, d'avoir toutes les informations que l'on souhaite sur ces tortues et de les partager après pour que les plans de conservation mis en place par le gouvernement polynésien soient les plus efficaces possibles. Et on en est, tous les ans, on va même, c'est un peu une anecdote, mais compter combien on a fait de kilomètres à pied. Je ne sais plus où on en est, parce que là, ce n'est pas le total, mais on doit être à 20 000 ou 25 000 kilomètres à pied qu'on a parcouru en 20 ans avec tous nos collègues. Mais bon, c'est assez intéressant. On se fait des petits challenges sportifs. Voilà, donc l'atoll qui est ici, vous voyez les 12 motus, on a 3 zones principales. Cette grande zone du nord-ouest, la zone du nord-est, et puis ici, donc ce motu qui s'appelle Onetai, qui est justement celui sur lequel Marlon Brando avait construit son hôtel et sur lequel le Brando, donc le nouvel hôtel, a été construit en 2014. C'est un hôtel qui est très particulier, très original. J'en parlerai après par rapport à sa construction. Mais vous voyez que dans tous les cas, en résumé, depuis que l'hôtel est là, l'augmentation des pontes de tortues a été aussi importante, voire plus importante, et que, donc, bien sûr, il n'y a eu aucune conséquence négative. Là, ça revient un petit peu à mon chiffre de tout à l'heure, où on est dans la phase, donc je n'ai pas fini, puisqu'on en attend encore, hein, j'en avais encore une hier ou avant-hier soir, mais voilà, on va atteindre les 1560 traces ou un peu plus cette saison. Alors, tout ça pour dire que dans 6 ans, logiquement, si ces tortues n'ont pas été menacées, on devrait encore avoir une saison haute. Et voilà, donc j'espère qu'on sera toujours en train de faire nos suivis. La périodicité, vous la voyez ici, donc les traces, vraiment, notre pic, c'est en décembre. On a essayé de voir si cette fluctuation, au fil des années, au fil des 20 ans, a changé, puisqu'on peut avoir des modifications des courants, des modifications de température de l'océan. Et pour l'instant, c'est quand même plutôt stable. On a vraiment des tortues qui viennent toujours, le pic de pente est toujours en décembre, avec un équilibre entre les 2 mois autour, entre novembre et janvier. Donc ça n'a pas changé. On fait aussi du monitoring de température, je vais vous en parler après. Et donc, comme je disais au début, pour essayer de comprendre le taux de productivité de nos femelles sur Tetiaroa, combien de bébés sont nés et combien de bébés sont nés vivants et sont repartis au lagon, on compte les coquilles vides. Donc pour ça, on regarde ce qu'on appelle des cuvettes d'émergence. Ça nous prouve que les tortues sont nées. Et puis après, on va creuser. Donc on va récupérer tout ce qui est au fond. Là, vous voyez, il y a les coquilles vides, on va les compter. Parfois, on trouve, là, vous voyez, une petite tortue en cours de développement, un embryon. Et puis, on va prendre les paramètres de largeur, profondeur, etc. Une cuvette d'émergence, ça ressemble à ça. Donc, quand on ne sait pas et que les traces de la tortue, quand elle est montée et descendue, ont été effacées parce qu'il a plu, qu'il y a eu du vent, qu'il y a eu une montée de l'eau, on ne va pas le savoir. Par contre, nous, pour tous les spécialistes de tortues, on sait que ça, c'est une cuvette d'émergence. Donc, il y a eu une sortie des petites de ce trou-là. Donc, on va creuser. Ça ressemble à peu près à ça, une cuvette d'émergence creusée. Ça, ce sont les coquilles d'œufs vides. Et puis, dedans, on en a qui sont pleins. Et on va les ouvrir. Et donc, on va tomber soit sur des œufs non fécondés, soit sur des embryons morts. Et ça nous permet de faire des statistiques. Et on peut même savoir par femelle quel est en gros leur taux de productivité de bébés vivants, on va dire. Voilà, donc ça, c'est les chiffres dont j'avais parlé au début. Donc, on a plus de 350, presque 400 000 bébés qui sont nés sur l'atoll. On a en moyenne 88 œufs pondus par nid, avec un taux de succès d'éclosion de 91%. Ce taux, il est très, très important. Ce n'est pas partout pareil. On a vraiment un taux de succès d'éclosion qui est très important. Par contre, j'en reparlerai un peu après, le taux de succès de ponte n'est pas très important. C'est-à-dire que la femelle, quand elle va monter, à peu près 1 fois sur 2, elle va pondre. Il y a des endroits où elle va pondre plus souvent et des endroits moins souvent. Mais ça veut dire qu'elles s'entraînent, elles montent, elles vont creuser ou faire des tentatives, elles vont redescendre. Mais par contre, 1 fois qu'elles pondent, le taux de survie, le taux de succès d'éclosion est quand même très, très élevé.
Et la durée d'incubation moyenne est de 64 jours. Donc nous, ce que l'on fait, c'est qu'on commence à observer les nids à 50 jours jusqu'à 80, puisque la durée d'incubation va dépendre de l'humidité et de la température. Mais en moyenne, et là c'est vraiment stable sur toute la durée de nos 20 ans, c'est 64 jours. Et là, je vous ai mis sur le côté des choses qu'on trouve en creusant. Donc ce sont en général des embryons qui sont morts, qui n'ont pas pu sortir. Certains qui ont des bonnes raisons. Vous voyez par exemple celui-ci. Je n'ai pas mis une photo dans un œuf, mais en général, la tortue, le bébé tortue est dans un œuf qui est à peu près cette taille-là. Mais la tortue, elle fait plutôt le dos rond, c'est-à-dire qu'elle est vraiment en boule. Là, c'est une tortue qui est carrément déformée avec une carapace qui est en U. Ça, c'était deux tortues qui partageaient le même vitellus, le même jaune d'œuf. C'est très, très rare, c'est des jumeaux. Elles n'ont pas pu se développer jusqu'au bout. Une tortue avec un manque de pigmentation, qui en général ont aussi des problèmes génétiques. Et puis là, vous voyez une tortue avec 2 têtes. Ça nous arrive de temps en temps. Bon, c'est comme dans tout le règne animal, on a parfois des tortues déformées. Mais ça nous permet d'essayer de comprendre d'où ça vient. Parfois, on a des femelles qui, spécialement, vont pondre des tortues qui n'ont qu'une nageoire ou qui ont des choses un petit peu anormales. Là, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le pourcentage de ponte. C'est-à-dire que, par exemple, l'année la plus haute, on avait 70%. C'est-à-dire que sur 100 montées, on a 70 pontes. Mais il y a des années, comme vous pouvez voir là, c'est plutôt faible. Il y a des années, c'est même moins que 50%. Ça veut dire que la tortue, pour pondre un nid, elle va monter 2 fois, voire 3 fois. Pourquoi? On ne le sait pas. Donc, soit elle est jeune, elle a besoin de s'entraîner. C'est comme quand c'est quelque chose de nouveau pour elle au niveau physiologique. Donc, elle va monter. Elle va soit essayer de faire des tentatives et redescendre. Et elle va le faire plusieurs fois de suite. Et en fonction des années, c'est différent. Et j'en parle après, à la fin de ma présentation. Il y a aussi des fois où on se rend compte qu'elles n'ont pas pu pondre, alors qu'elles étaient peut-être prêtes à pondre physiologiquement, mais la configuration du lieu de pondre n'était pas propice. Et souvent, c'est lié, malheureusement, de plus en plus, à l'érosion des plages, qui fait que finalement, la tortue ne peut pas aller là où elle a envie d'aller, là où elle sait que c'est propice pour ses bébés. Et donc, elle va monter, ça ne va pas lui plaire, elle va redescendre pour éviter que le nid soit pondu dans une zone non propice. Je vais vous expliquer un peu après pourquoi, du coup. Voilà, et donc là, ça revient à la variation saisonnière du nombre d'émergentes, donc ce qu'on appelle une émergente, c'est un bébé tortue. Vous voyez, ça fluctue énormément, mais on a vraiment ces pics-là, donc qui reviennent en 2011-2012, enfin nos pics de 6 ans, avec cette année à peu près 50 000 bébés tortues qui seront nés de l'atoll de Tetiaroa. Et parfois, il se passe ça. Donc la femelle, elle ne va pas forcément pondre dans du sable fin, comme on imagine. En Polynésie, on n'a pas que des plages de sable fin. La femelle tortue verte, elle a décidé de pondre dans ce mélange un peu de débris coralliens avec un peu de sable. Et vous voyez, ici, on a une tortue, il y en a une là-dessous, il y en a une, je ne sais pas si on voit sur le côté. Et en fait, elles sont prisonnières elles-mêmes des morceaux de coraux qui sont dans le nid. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit aucune n'a pu sortir parce que finalement, le substrat était trop lourd, elles n'ont pas eu l'énergie de sortir. Il y en a une autre ici. Là, il y a un petit crabe d'ailleurs qui s'en va. Soit les premières tortues ont eu de l'énergie, ont pu sortir tout en groupe, et les dernières sont bloquées au fond. Et en fait, on se rend compte que nous, en creusant pour compter les coquilles vides, on trouve des petites comme ça vivantes. Alors, il y a plein de possibilités. Soit elles sont vivantes, elles sont sorties de leur coquille il n'y a pas très longtemps, elles ne sont pas encore trop déshydratées, et elles ont de l'énergie. Dans ces cas-là, on les laisse repartir tout de suite. Vous voyez, là, celle qu'on voit là, elle est plutôt bien, et en fait, elle a fini par repartir. Soit, malheureusement, on le voit un peu ici, mais elles ont été prédatées par des crabes. Soit éventuellement par des fourmis. On a eu beaucoup de cas aussi de tortues qui sont bloquées mécaniquement. Elles sont vivantes, mais elles sont aveugles parce qu'elles ont été... les fourmis ont mangé leurs yeux, on va dire, en résumé. Et puis, il y en a qui sont un peu mal formées, pour lesquelles on donne un petit coup de pouce et on arrive finalement à les sauver, à les relâcher quelques jours après. Donc, vous voyez, là, finalement, petit à petit, on va les sortir, on va les tester un peu. Et quand elles arrivent, elles repartent. Et au total, on en a débloqué comme ça plus de 3000. Alors, ce n'était pas le but du projet initial. Le but du projet, c'est que de compter les coquilles vides. Mais on se dit, vu les menaces globalement sur la planète auxquelles elles doivent faire face, si on peut en sauver quelques-unes en plus, on le fait. Donc voilà, ça fait partie un peu de nos missions. Et puis, comme je disais au début, on a créé un centre de soins qui a été pendant 18 ans sur l'île de Moorea, qui maintenant est sur l'île de Tahiti, qu'on voit ici. Et quand elles ont vraiment des problèmes importants, on va les transférer. Et là, on va vraiment les prendre en charge, donc toujours avec les accords de la direction de l'environnement. Et on va les relâcher jusqu'à ce qu'elles atteignent à peu près 1 an, voire 2 ans, ça dépend des moments. Et donc, on leur donner une chance supplémentaire. Alors, on étudie également la prédation. Donc là, vous voyez sur mon image ici, ça c'est un rat. On voit bien que c'est un rat. Là, vous voyez les petites tortues qui sont vivantes. Elles sont dans leur cuvette d'émergence. Elles sont en train de sortir. Et en fait, quand on a commencé nos suivis, l'atoll de Tetiaroa, comme la plupart des atolls un peu partout dans le monde,
sont infestés par les rats qui ont été apportés par les humains. Et donc, on a essayé de faire une étude pour savoir quel était le pourcentage de bébés tortues qui étaient prédatés par les rats. Et en fait, on ne peut pas le savoir si on n'est pas physiquement présent parce qu'on va compter les coquilles vides. Elles sont nées vivantes, mais entre le moment où elles sortent de leur nid et le moment où elles arrivent dans la mer, si on n'est pas là pour le voir, on ne peut pas savoir combien ont été mangés par les rats. Et si on est là, les rats ne vont pas avoir un comportement de prédation naturelle. Donc, on a fixé des caméras, comme vous voyez ici. On fixe 3 caméras au-dessus des nids et on laisse l'éclosion se passer. Puis après, on analyse nos chiffres. Et on s'est rendu compte, alors on n'a pas un chiffre précis parce que vous imaginez que les tortues, quand elles sont là et quand elles sortent, les caméras, elles ne peuvent pas filmer jusqu'au lagon. Parfois, il y a 30 mètres. Mais on a vu quand même qu'il y avait une densité de prédation qui était très importante. Et grâce au partenariat avec Tetiaroa Society et d'autres ONG internationales, on a réussi à dératiser complètement tout l'atoll de Tetiaroa depuis plusieurs années maintenant. D'où le chiffre très important maintenant du taux de survie des petites tortues vertes de Tetiaroa qui rentre en fait dans notre protocole de survie. Donc il y avait ça que je voulais vous montrer. Et ensuite, il y a une autre vidéo. Voilà. Vous voyez ici le rat qui est là. Et vous voyez, elles sont toutes en train de sortir. Et en fait, on s'est rendu compte par ces vidéos et en trouvant des cadavres de bébés tortues qu'en fait, c'est un peu une prédation à la chaîne. Vous voyez, il est encore là, on voit son œil. Où ils vont gober la petite tortue par le cou. En fait, ils vont manger tous les organes mous à l'intérieur et ils vont la laisser. Donc parfois, on trouve une tortue, elle est là normale, elle ne bouge plus, on la récupère. C'est une tortue normale avec les 2 nageoires à l'avant, 2 nageoires à l'arrière, la tête, mais en fait, elle est morte, il n'y a plus rien à l'intérieur. Et on a même observé à certains moments des comportements d'apprentissage de la maman rat qui venait avec 2 petits bébés qui lui apprenaient à trouver où étaient les nids tortues. Bon, on a appris plein de choses. Maintenant qu'il n'y a plus de rats, on est content. Déjà, il y a moins de prédation. Mais c'est des choses importantes sur lesquelles on est en train de mettre en place des publications, d'ailleurs. Voilà. Et puis après, il y a beaucoup de prédation, bien sûr, par les autres animaux présents. Donc, pas mal par les crabes, par les bernards l'ermite. Parfois, on ne peut rien faire. Parfois, on les trouve dans les pinces des crabes et on essaie de les sauver. Bon, voilà. Et puis après, il y a toute la prédation dans l'eau. Donc on parle toujours bien sûr des requins parce qu'il y a beaucoup de requins, il y en a partout. Donc il y a les requins pointe noire comme on voit là sur cette photo. Je crois que j'ai des images aussi. Alors là, le requin, il est là. Et les tortues, il y en a plusieurs. Il y en a une, enfin il y en a un peu partout des tortues, mais il y en a une ici, il y en a une un peu plus haut. Et vous voyez, il a un comportement à peu près normal au départ. Puis là, il accélère et voilà, en fait, il a vu elle. Et là, il va accélérer et il va aller la prédater. Donc ça, on l'a filmé en drone et bien sûr, on ne peut pas agir sur ça, mais on se rend compte que la prédation, elle est quand même très, très importante en nombre de tortues. Je ne vous l'ai pas mis ici, mais on a aussi filmé par exemple des choses intéressantes qui étaient très peu connues. C'est la prédation par les poulpes. On a énormément de poulpes qui sont cachés dans les rochers, dans ces patates de corail. Et en fait, on pense que les petites tortues, elles créent des vibrations sonores. Et en fait, ça excite les poulpes. Et en drone, on les voit d'un seul coup, ils sortent tous de leur trou et avec leurs nageoires, ils mangent, quoi. Voilà, donc en gros, les chiffres que l'on donne, qui ne sont pas des chiffres scientifiques produits par nos équipes de Tetiaroa, mais c'est ce qu'on donne globalement. Et c'est aussi un peu pour sensibiliser les gens sur pourquoi on fait tout ça, en plus des menaces actuelles qui sont de plus en plus importantes avec les changements climatiques et la pollution marine et les prises accidentelles. C'est qu'en gros, sur une centaine de pendus, il y en a une qui arrive à l'âge d'1 an. Et sur 1000 œufs pondus, donc sur 10 nids, il n'y en a qu'une qui va arriver à l'âge de se reproduire. Et donc, globalement, sur cet atoll, on a réussi à augmenter ces chiffres-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini pour autant. Et ça veut dire qu'il faut qu'on soit tous mobilisés en fonction des lieux pour mettre en place des actions pour essayer de limiter les menaces. Et je pense qu'une des menaces principales à l'heure actuelle, c'est quand même la menace du plastique et des changements climatiques. Donc, on a essayé d'étudier sur Tetiaroa l'érosion des plages. Là, vous voyez, on a fait des cartographies, on a essayé de voir à quel moment les plages disparaissaient, le sable part dans le lagon puis revient, etc. Sachant que la tortue elle a besoin d'avoir un espace de sable. Voilà. Et on étudie également la température d'incubation. Donc vous voyez là, on a un petit thermologueur. En gros, ce que je vous expliquais au début, c'est qu'au moment de la fécondation, le déterminisme du sexe de l'embryon n'est pas encore déterminé. C'est la température moyenne d'incubation pendant le tiers de centrale d'incubation, donc on va dire à partir de 20 à 40 jours, qui va influencer le sexe ratio des petites. Et dans beaucoup d'endroits, et là on arrive d'une conférence internationale à Hawaï, qui s'appelle l'International Sea Turtle Symposium, où beaucoup de gens ont partagé leurs résultats scientifiques. Et c'est vrai qu'il y a des zones maintenant où c'est connu depuis plusieurs années, où on produit 99% de femelles. Et là, dans ce cadre-là, les scientifiques mettent en place des actions. Ils vont récupérer les œufs, ils vont les mettre en nurserie, ils vont choisir la température d'incubation, l'humidité qui est aussi très importante, etc. Donc nous, pour l'instant, Tetiaroa, on ne fait que du monitoring. On récupère les
les températures et on ne fait rien au niveau des œufs, on ne les déplace pas et on ne fait pas de développement en incubateur. On suit également l'érosion. Donc, vous voyez là, par exemple, une marge d'érosion. Donc, celle-là, elle est petite. Je vais vous en montrer une plus grande après. Si la tortue, elle doit venir pondre ici sous ces buissons parce que c'est là qu'elle veut pondre, ben, elle va peut-être avoir du mal à passer. Et ici, on ne voit pas très bien sur la photo, mais là, ce sont des œufs. Et en fait, sur cette paroi-là, on voit les œufs de l'année d'avant. Ça montre que l'érosion a vraiment grignoté sur la zone vitale de ponte et que la tortue ne pourra pas repondre si elle n'a pas une configuration propice. Et là, je vous ai mis des choses qui sont un peu plus récentes. Ici, on voit la tortue qui est là. Là, on a un cocotier. Les cocotiers, c'est pas forcément... Déjà, ce pas des arbres qui sont indigènes à la Polynésie, hein, qui sont locaux. Et les racines des cocotiers, elles ne sont pas très performantes en termes de rétention de sable. Donc là, vous voyez, la tortue, elle est là. Elle a la tête un petit peu, comme ici, elle a la tête un petit peu dans le mur d'érosion. Mais en fait, elle ne veut pas pondre là. Elle veut aller pondre à 15 mètres plus haut. Sauf qu'elle n'arrive pas à passer. Donc, elle a plusieurs solutions. Mais une des solutions, c'est de pondre ici. Parce qu'elle a besoin physiologiquement de pondre et ses œufs sont prêts. Et à la prochaine marée un petit peu haute, les œufs vont être inondés. Et un nid, s'il est inondé trop longtemps, il ne va pas se développer. Il n'y aura pas de petites qui vont pouvoir naître. Et là, à côté, je vous ai mis 2 vidéos. Donc là, vous voyez ici une tortue. Elle a fini de pondre. Elle est montée par un endroit qui était acceptable pour elle. Mais là, elle redescend. Alors là, par contre, c'est du vrai sable fin. Vous voyez, c'est un peu compliqué pour elle. Mais le pire, c'est ici. Où vous voyez là, la tortue, il y a toujours le cocotier qui est là. Elle a fini de pondre et là, vous voyez, il y a une marge d'érosion. Je ne sais pas si on voit bien, en fait. Voilà. Et en fait, elle tombe carrément et elle pourrait se retrouver sur le dos. Et une tortue adulte sur le dos, elle n'arrivera pas à se retourner et donc elle va mourir souvent de déshydratation. Donc ça, ce sont des problématiques qui sont de plus en plus importantes. Et partout où on va, les gens nous disent, oui, là, il y a des marges d'érosion. Alors c'est important pour les tortues, mais c'est aussi important pour les humains qui vivent en bord de mer et pour la protection du littoral globalement. Et là, pour vous montrer, donc ça, c'est un nid qu'on a trouvé qui était inondé. Donc, en général, s'il est inondé pendant plusieurs heures, les embryons ne vont pas se développer, donc il n'y a plus grand-chose à faire. Quand on peut les déplacer, avant qu'il ne soit trop tard, on a un protocole particulier, on va les déplacer et on va les relocaliser au même endroit, mais juste plus haut. On ne les met pas en nurserie, on refait juste un peu ce que la femelle aurait pu faire s'il n'y avait pas eu d'érosion. Et là, sur cette vidéo, vous voyez, ça, c'est une caméra que je vous ai montré tout à l'heure qu'on met pour filmer les éclosions. Donc ça, c'était une caméra, il y en avait 3, il y en a une qui filme, une ici et une ici. Et le nid, il est là. Et c'est juste une marée un peu haute qu'on a eue, ce n'était pas un cyclone ni une tempête. Je ne sais pas si ça a marché ma vidéo. Je vais réessayer. Où on voit que le nid, il est complètement... Alors, je vais essayer de faire en marche la vidéo. Moi, ça ne marche pas. Je ne sais pas si éventuellement, vous pouvez mettre la vidéo à distance. Enfin, c'est assez impressionnant de se dire que en plein milieu ici, en fait, il y avait un nid tortue et donc là, en général, même les œufs ils sont emportés. Enfin, en gros, il n'y a plus rien à faire. Moi, je pense que la vidéo ne marchera pas. Voilà. Et donc, pour pallier à ça, on développe aussi d'autres projets. Ça, c'est un projet qu'on a mis en place avec d'autres partenaires, qui sont ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire qu'on essaie de voir comment, en copiant un peu la nature, on peut restaurer des zones qui seraient peut-être plus résilientes, plus résistantes à des changements climatiques, et notamment à l'érosion des plages. Donc, on a choisi 4 endroits sur l'atoll de Tetiaroa pour essayer de replanter des plantes qui sont indigènes, qui ne sont pas des plantes qui ont été introduites par nous les humains et qui ont un pouvoir de rétention de sable par leur système racinaire plus performant. Donc, on a mis en place, avec des botanistes, ce système de 6 espèces particulières qu'on a fait pousser en pépinière et qu'on a replanté. Et c'est un projet sur lequel on a besoin d'attendre du long terme pour voir si ça tient bien le sable et surtout si on a des pontes de tortues, et c'est le cas en fait. Donc c'est plutôt sympa parce qu'elles sont revenues pondre sur ces plages-là. Et puis pour finir, je vous ai parlé un peu de la collaboration. Donc c'est très important pour nous maintenant, donc depuis 12 ans, que l'hôtel The Brando a ouvert, ainsi que Tetiaroa Society, d'avoir des équipes sur place. Alors on n'est plus tout seul avec nos bateaux de pêche et nos téléphones Iridium qui ne marchent plus. On a des équipes, donc Tetiaroa Society qui est en place avec des équipes à la fois de rangers, de scientifiques et de personnes qui sont en interaction avec la clientèle du Brando, qui sont aussi collaborateurs qui viennent avec nous la nuit et qui nous aident. On a les équipes de l'hôtel Brando, qui sont des salariés de l'hôtellerie, mais qui parfois viennent avec nous la nuit, ils viennent nous aider à faire des prospections qui sont très sympas. Et puis au niveau de Temano Temoana, on a une équipe de bénévoles et de biologistes qui est de plus en plus importante parce que les gens sont assez passionnés, ils viennent avec nous la nuit. Et ça nous permet cette présence, cette collecte de données, comme je viens de vous présenter, qui ne peut être faite par un très grand nombre. Et c'est vraiment très important pour nous, et j'en profite pour les remercier d'avoir des bénévoles que vous voyez ici, et qui viennent et qui passent toute leur nuit à ne pas dormir avec nous pour essayer d'observer nos tortues.
Et on a beaucoup travaillé avec l'hôtel Brando au tout début, donc avec le promoteur immobilier qui est Richard Bellet, avec qui j'ai cofondé Temano Temoana, pour faire en sorte que les tortues continuent à venir pondre sur les plages où elles pondaient avant la création de l'hôtel. Donc il y a eu plusieurs facteurs. Le premier, c'est que les tortues sont moins impactées par la lumière avec des ondes rouges, donc on leur a demandé de mettre ça sur les plages. La deuxième, c'était que vous voyez là une tortue qui est venue pondre pas très loin d'une villa, mais qu'au départ les villas étaient plus proches de la mer, et quand on leur a dit mais non, ça c'est la zone de ponte des tortues, ils les ont reculées de 15 mètres. Donc ça c'était quand même assez fort, parce qu'en pleine réunion de chantier, quand moi je suis arrivée en disant voilà les tortues elles pondent là, ils ont dit oh mais c'est pas grave, on va changer tous nos plans, on va aller les mettre un peu plus loin. Et on se rend compte que c'est super important, parce que non seulement elles continuent à venir pondre, mais en plus l'érosion qui se passe devant aurait pu être menaçante pour les villas de l'hôtel. Donc là vous voyez un petit bébé qui sort d'un nid devant une villa. Et puis, on a la possibilité aussi de protéger les nids. Donc, on va mettre des grillages dans des zones, vous voyez, là, il y a une villa ici, pour lesquelles on peut limiter toute la prédation, notamment par les crabes, puisqu'on peut être présent toutes les nuits là-bas. Et donc, les collègues qui sont là, qui ont vu ça, c'est assez intéressant, parce que du coup, on voit les éclosions et ça nous permet de bien étudier les petites tortues qui naissent sur le Motu où se trouve l'hôtel Brando. Voilà, donc, en gros, en résumé, on est passé de ces quinzaines de traces à 1500. Donc, c'est vraiment très important pour nous de pouvoir le partager. On est en train de travailler aussi sur le taux de succès de survie des émergentes. Donc, on aimerait pouvoir suivre ces petites tortues toutes petites qui font 20 grammes dans l'océan, mais pour l'instant, il n'y a pas de technologie appropriée. On ne va pas leur mettre une grosse balise sur le dos. Donc, pour l'instant, il y a des modélisations qui sont faites, mais pas encore d'études réellement de terrain. Et puis, on est en train d'essayer de faire toute une série de publications. On va lancer un doctorat pour valoriser toutes ces connaissances scientifiques qu'on a acquises depuis 20 ans. Voilà, donc ça c'était un petit clin d'œil aussi pour montrer nos installations, parce que maintenant on a un laboratoire avec Tetiaroa Society, on a des bateaux, on a des équipes, et ça permet aussi pour nous d'échanger, et ça c'est très important, puisque Tetiaroa Society est une fondation à but non lucratif qui accueille des chercheurs du monde entier. Et parmi ces chercheurs, il y a des gens qui travaillent sur les requins, il y a des gens qui travaillent sur les oiseaux, sur toutes les espèces animales ou végétales, et on partage avec eux à la fois notre technologie, parfois bien sûr nos méthodes. Et là typiquement sur les tortues marines, avec une équipe qui travaille sur les requins, on a pu mettre des récepteurs acoustiques dans le lagon. Et donc nous on suit nos petites tortues par acoustique pendant qu'eux suivent leurs requins par ces systèmes acoustiques. Et donc ce sont des échanges qui sont très très intéressants. Et pour nous, Tetiaroa, c'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert qui accueille des scientifiques et des étudiants. Et par rapport à sa taille et par rapport à la logistique qui a été créée grâce à l'hôtel Brando et à la vision de M. Bellet, on a toutes ces équipes qui contribuent à en faire un site d'études vraiment très unique. Voilà, et après, juste pour finir, on fait beaucoup de sciences participatives. Alors ça, c'est ce que l'on fait avec Temano Temoana globalement en Polynésie, un peu partout. On le fait aussi un peu sur Tetiaroa. C'est important pour nous, donc on va sensibiliser, comme je vous expliquais, le staff de l'hôtel. Ils vont venir avec nous et ils vont assister à tout ce qu'on fait sur les tortues. On fait également des conférences pour les clients de l'hôtel Brando quand ils sont intéressés, donc on les fait souvent en anglais. Et on participe à des actions à l'international pour parler de nos résultats. Donc ça c'est intéressant parce qu'on a un tout petit atoll, mais finalement on arrive à avoir un rayonnement assez important. Et puis les méthodes de mise en place, par exemple, de cette photo-identification, il a fallu qu'on la teste. Ça ne marche pas très bien sur toutes les espèces de tortues, mais ça marche bien sur les vertes. Donc on est en train d'en parler beaucoup parce que du coup, toutes les personnes qui font du snorkeling en Polynésie, qui ont accès à une photo sans avoir dérangé l'animal. On ne demande bien sûr pas aux gens d'aller s'approcher pour avoir une photo, mais quand ils ont la possibilité, en gardant leur distance, d'avoir une photo qui nous permet de la rentrer dans la base de données, ça enrichit notre base de données et ça nous permet de comprendre d'où elles viennent et ce qu'elles font. Et puis, ça, c'est un petit clin d'œil à Nicolas qui est ici. Donc, Nicolas, c'est un ancien bénévole, donc il fait partie de, je ne sais pas, peut-être la centaine, voire 200 bénévoles qui sont venus avec nous pendant les 20 ans. Donc, il était venu en 2010, bénévole pour nous à Tetiaroa, et puis il est revenu il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Il nous a recontactés en disant « mais moi, j'avais envie de mettre à contribution à la fois mes qualités techniques, puisque Nicolas travaille dans ce système de développeur d'applications. Et il a développé pour nous une application qui s'appelle WeSpot Turtle et qui est vraiment très adaptée au grand public, en fait, pour prendre toutes les informations qui sont utilisées, utiles pour nous, pour mieux comprendre les populations de tortues marines. Alors, quelles que soient les espèces, on peut identifier les espèces, on peut identifier les différentes phases, que ce soit des œufs, des traces, ou des tortues à la naissance, ou des tortues dans les lagons, ou sur Terre.
Et puis, ça nous permet aussi de motiver les gens, parce que ce n'est pas très compliqué. Ils peuvent rentrer après, enfin, on fait un retour et on leur permet de nommer ou de donner un nom aux tortues, etc. Et ça, c'est un logiciel qu'on est en train de... Une application qu'on est en train, pour laquelle on fait une promotion et qu'on est en train d'essayer de faire utiliser par la plupart des gens en Polynésie. Et on va nous-mêmes traiter la donnée pour après pouvoir redonner au gouvernement des zones d'abondance. Alors, Tetiaroa, c'est un peu surétudié, mais il y a tellement d'autres îles qui n'ont pas été étudiées. En Polynésie française, on a une superficie maritime qui est grande comme l'Europe, donc 5 millions de kilomètres carrés, avec 118 îles, dont une grosse partie n'est pas habitée. Et donc, quand les gens sont un peu dans des atolls perdus, s'ils ont accès à une tortue, voire à une photo, même si on n'a pas la photo, à un point GPS, mais ça nous intéresse énormément. Donc, merci beaucoup, Nicolas, pour cette application. Je vous encourage tous à la télécharger si vous voulez, hein, si un jour vous voyez des tortues marines. Et puis voilà, en conclusion, je vous en ai parlé un peu en introduction, on essaie de se développer dans le Pacifique Sud. Donc là, c'est un projet qu'on a fait donc à Wallis et Futuna, mais on va se développer dans d'autres régions du Pacifique. Et l'idée, c'est d'essayer de voir comment on peut mettre en place ces études, ces collectes de données qui ne demandent pas d'être des scientifiques, hein, elles se demandent juste de pouvoir partager des observations pour que tous ensemble, on puisse essayer de renverser la tendance et de faire en sorte que ces tortues, qui sont des espèces emblématiques, qui sont là depuis des centaines de millions d'années, continuent à peupler nos océans. Et grâce à la science participative, je pense qu'on peut largement y arriver. Voilà, là, c'était pour remercier les sponsors. Alors, je ne les ai pas tous mis, mais ça, c'est plutôt les soutiens que l'on a pour ce programme sur Tetiaroa. Il y a bien sûr donc l'hôtel Brando qui est très important, ainsi que Tetiaroa Society, le groupe Pacific Beachcomber, qui est le groupe hôtelier. La direction de l'environnement qui nous donne les autorisations et parfois qui nous aide, qui nous finance certains de nos projets. Et puis Air Tahiti Nui, qui est une compagnie aérienne polynésienne qui nous sponsorise et qui nous permet parfois de voyager et de partager un petit peu ce que l'on fait là-bas. Et bien sûr, un grand merci à nos équipes. Alors, je n'ai pas pu tous les mettre sur les photos, mais il y en a énormément. Donc, merci beaucoup à tous nos bénévoles, parce que c'est grâce à eux que tout ça est possible. Et voilà. Et je suis là pour répondre à vos questions. Merci. Un grand merci, Cécile, pour cette présentation très complète sur ce que vous faites, sur comment, en 20 ans, vous avez développé cette sauvegarde et cette vie des tortues. Il y a sûrement quelques questions dans la salle. Courte. Alors, il y a un micro là. Vous pouvez le... Marche. Docteur ou Taoté si vous préférez, je voulais vous remercier de cette passionnante conférence et vous demander, vous avez parlé des prédateurs marins, terrestres, mais pas aériens. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes avec les albatros, les goélands, les pailles en queue et autres bestioles du même genre? Merci. Alors, c'est une très bonne question. Je n'en ai pas parlé parce que sur l'atoll de Tetiaroa notamment et en Polynésie, on a très peu de prédation par les oiseaux. Alors, on n'a pas d'albatros et de goélands, on a d'autres espèces d'oiseaux marins, mais on n'a pratiquement jamais observé de prédation. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'en général, les éclosions ont lieu de nuit. Et la nuit, ce que l'on observe chez nous, c'est que nos oiseaux marins, ils sont plutôt en phase de repos. On pense qu'ils n'ont pas de soucis d'alimentation, ils sont même bien repus, ils ont de quoi manger. Et donc, quand on passe sur les plages, parfois, on va les déranger, même ils sont tranquillement en train de peut-être de digérer ou de se reposer. Et on a eu à 2 ou 3 reprises pu observer notamment des frégates qui vont plonger sur une petite tortue, mais en général, elle plonge, elle attrape, elle va remonter et à 10 ou 20 mètres, elle va la relâcher. Donc on ne sait pas pourquoi, mais alors vraiment, il n'y a aucune prédation qu'on a pu observer par les oiseaux. Alors c'est vraiment des questions que souvent on nous pose, parce que dans les documentaires, on voit souvent la prédation par les oiseaux, et ça c'est en général 2 jours, mais en fait la nuit en général il n'y en a pas ou pas beaucoup. Donc en Polynésie, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, c'est qu'on n'a pas vu de prédation. Voilà. Et j'en profite pour saluer mes collègues du Muséum d'histoire naturelle qui sont là d'ailleurs, avec qui on est partenaire et donc qui travaillent pour le Muséum d'histoire naturelle avec le groupe Tortues Marines France qui gère un petit peu toutes les bases de données des tortues marines de France et d'outre-mer. Oui, bonsoir madame.
Je suis étudiant en histoire maritime et je désire savoir si votre association s'occupait de protéger les tortues marines vis-à-vis des résidus de déchets issus des essais nucléaires qui ont lieu à Mururoa. Alors merci pour la question. La question concerne l'impact éventuel des essais nucléaires qui ont lieu à Mururoa et Fangatofa dans les années qui se sont arrêtées en 96. Donc à l'heure actuelle, on n'a eu aucune étude. C'est très difficile puisque en fait, les tortues marines ne sont pas sédentaires, elles bougent beaucoup. On n'a pas de chiffre de volume de ponte sur l'atoll de Mururoa. Par contre, c'est très récent puisque cette année, un de mes collègues a pu aller sur l'atoll pour voir, pendant le mois de janvier, pour voir s'il y avait des traces de tortues. A priori, il y aurait des traces de tortues marines. Donc on va essayer de mettre en place un programme pour aller comptabiliser ces traces-là. Après, l'impact des essais nucléaires, on ne peut pas le connaître puisque dans tous les cas, les tortues elles sont migratrices. Et d'après les recherches que l'on a faites aussi, la plupart des essais qui ont eu lieu n'ont pas eu lieu pendant la période de ponte des tortues marines. Puisque, comme vous avez vu, la période elle est très ciblée entre, on va dire, novembre et février. Et qu'a priori, la plupart des essais ont eu lieu pendant les mois de juin à septembre. Enfin, voilà. Donc non, on n'a aucune étude. Par contre, a priori, les tortues pondent toujours là-bas. Et comme comme j'expliquais au début aussi, c'était assez intéressant de nous rendre compte que sur des atolls très peu peuplés, mais qui ne sont pas forcément très sécurisés, il y a eu beaucoup de consommation de tortues quand elles viennent pondre sur les plages. Et dans ces atolls-là, il n'y a plus aucune tortue. Et nous, on est très intéressés, puisque comme vous le savez, ces deux atolls-là sont gérés par la France hexagonale, Mururoa et Fangatofa, et on sait qu'il n'y a pas du tout eu de prélèvement humain sur ces atolls. Et donc, ça serait intéressant pour nous de voir quel est le volume de tortues toujours présentes là-bas, en dehors de l'impact potentiel éventuel qu'on ne connaît pas des essais nucléaires. Oui. C'est mieux comme ça? Ouais. Oui. Alors, je suis actuellement étudiante en aménagement du littoral et des mers. Et du coup, je me demandais, vous avez parlé des protections que vous mettez en place face à l'érosion des plages. Est-ce que vous avez pensé aussi à mettre des protections dures pour faire face justement à la montée du niveau marin? Non, alors vraiment, ce que l'on a fait pour l'instant, c'est un programme un petit peu pilote de revégétalisation et d'essayer de replanter un petit peu les forêts primaires en fait, qui existaient déjà sur le littoral polynésien. Donc c'est plutôt des méthodes douces, basées sur l'observation de la nature, sachant qu'on n'est pas dans une configuration où les tortues ne peuvent plus du tout venir pondre. Donc c'est plutôt un programme qui va donner des résultats sur du long terme. Et on n'a aucun intérêt, je dirais, sur l'atoll que l'on étudie à l'heure actuelle, de mettre en place des constructions particulièrement, ou je ne sais pas si c'était un peu votre question, puisque les tortues marines ont besoin d'avoir une pente douce et dans tous les cas avoir du sable. Et le but de ce projet, qu'on appelle Fa'atura Te Tahatei, avec lequel on a eu d'ailleurs des financements du gouvernement français, c'est justement pour montrer, même s'il faut du temps pour avoir des résultats concrets, mais c'est pour sensibiliser aussi la population en Polynésie et ailleurs, de ne pas forcément créer des remblais, des murets ou faire des constructions physiques, parce qu'on se rend bien compte, et en Polynésie on n'a pas beaucoup de cyclones, mais on se rend bien compte qu'à chaque fois qu'il y a une montée de la houle, ou une houle un peu sévère, que toutes ces constructions, dans tous les cas, ne tiennent pas. Donc c'est sûr qu'on va plutôt à l'opposé que de construire des choses artificielles, quoi. Ça marche? Ok. Merci beaucoup pour votre conférence. J'avais juste deux petites questions. Vous avez parlé des grillages qui avaient été mis autour des nids pour faire face, je ne sais plus si c'était les crabes ou si c'était les rats. Je crois que c'était les crabes justement, parce que je me disais il y avait un gros problème de prédation vis-à-vis des rats. Et est-ce que vous aviez réussi à mettre des grillages à ce moment-là?
est-ce que c'était trop tard parce que vous vous rendez compte des sites d'excavation uniquement quand les tortues avaient pondu? Est-ce que c'était trop tard? Est-ce qu'on peut l'anticiper? Vous avez dit qu'avec un œil d'expert, c'était possible de savoir où des tortues avaient pondu. Et ma deuxième question, c'était concernant la photo-identification, le logiciel que vous avez utilisé. J'imagine qu'il doit y avoir une limite là-dedans, notamment concernant l'âge des tortues. Plus elles vieillissent, c'est peut-être plus compliqué de les retrouver après. Notamment, on avait essayé de faire ça avec les tortues d'Hermann et ça ne fonctionnait pas trop. Donc, est-ce qu'il y a des limites pour la photo-identification avec les tortues vertes que vous avez étudiées? Alors, je vais répondre à la deuxième question en premier. Par rapport à la photo-identification, il a été prouvé par des collègues. Oui, la photo-identification, ça a été prouvé par des collègues qui ont travaillé sur des tortues qu'ils ont gardées longtemps, de l'émergence, donc du stade juste de la naissance, sur plusieurs années, que le design fait par les écailles de profil reste le même toute leur vie. Et donc, à partir du moment où on a une photo d'une tortue, elle peut rentrer dans le système et être reconnue. Les deux faces ne sont pas les mêmes. Donc, si on peut avoir les deux profils de la même tortue, ça rajoute une sécurité, une confirmation supplémentaire. Et ça n'a absolument rien à voir avec l'âge de la tortue. Donc ça, c'est vraiment une méthode fiable qui fonctionne très bien. Il y a d'autres collaborateurs et d'autres chercheurs qui cherchent d'autres solutions. Parfois, ça peut être avec l'utilisation de photos de la dossière. Oui, d'autres utilisent les designs faits par les écailles sur les nageoires. Voilà, il y a plusieurs systèmes, mais celui-là fonctionne quand même très bien pour nous, notamment pour les tortues vertes. D'accord. Après, pour d'autres espèces comme les tortues imbriquées, c'est un peu plus compliqué. Okay. Et pour la question sur les grillages, alors je n'ai peut-être pas très bien expliqué. En fait, sur tous les motus de l'atoll, on ne pose des grillages que sur le motu sur lequel on a une équipe permanente toutes les nuits, puisque bien sûr, on ne voudrait pas qu'il y ait une émergence, une éclosion et que les tortues restent bloquées dans le grillage. Et donc, on l'a fait au départ quand il y avait les rats. Maintenant qu'il n'y a plus de rats, on le fait pour limiter la prédation sur les crabes, mais on ne le fait que quand on a accès. Et en fait, on le fait aussi parce que même si on est spécialiste, c'est compliqué quand on n'a pas vu réellement l'acte de ponte. On va voir par exemple sur une zone qui fait 2 mètres carrés qu'une tortue a pondu. Mais pour savoir exactement où se trouve la cuvette, où se trouvent les œufs, c'est très compliqué. Et donc, comme vous avez vu, les grillages, on les met, ils sont tout petits en fait. Ils ne font pas 2 mètres de diamètre. Et donc, si on ne le sait pas, on n'a pas envie d'aller creuser pour voir où sont les œufs. Donc, on le fait que quand on voit la ponte. Et comme en général, on va mettre, j'en ai parlé un petit peu à un moment, des thermologueurs qui sont des petits thermomètres que l'on met au milieu des œufs pour monitorer la température d'incubation du nid pendant toute la période des 63 jours. Ce thermologueur, comme on appelle, il est relié à une corde en fait qu'on va laisser sortir du sable, donc on sait exactement où sont les œufs. C'est pour ça que le grillage il est facile à placer. Mais c'est que temporaire en fait, c'était vraiment pour étudier à la fois les émergentes, la température et limiter la prédation par les crabes. Mais on ne le fait pas sur tous les nids. Merci. Oui, j'aurais 2 questions assez variées. La première, c'est vous nous avez dit que 1% des tortues arrivaient à 1 an, à l'âge de 1 an, et que 1 pour 1000 arrivaient à l'âge de la reproduction sexuelle. Alors, c'est quoi cette prédation de 90% entre 1 an et 5-6 ans, si j'ai bien compris? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, ça va être, vous êtes combien? Vous nous avez parlé de 200 bénévoles. Des permanents, il y en a combien? Alors en fait, 200 bénévoles, on va dire, c'est sur Tetiaroa sur 20 ans. On a une équipe de 5 salariés à Temano-Temoana, permanente, donc basée sur l'île de Tahiti, avec une personne qui est détachée sur Tetiaroa pendant les 6 mois de la période de ponte. Après, on a énormément de jeunes en service civique, donc on a aussi un rôle un peu social. On accueille des jeunes Polynésiens que l'on forme. On en a entre 5 et 6 également, donc ça arrive à peu près une douzaine. Et puis après, tous les ans, on a énormément de bénévoles qui veulent aussi faire du bénévolat avec nous à Tahiti sur notre centre de soins des tortues pour nous aider à les soigner, etc. Donc en général, on se retrouve entre une dizaine et une vingtaine à peu près. Voilà, et donc l'autre question, elle est assez difficile puisqu'on n'a pas de chiffres en particulier, puisqu'on ne peut pas étudier les premières phases de vie des tortues marines, puisqu'on n'a pas de moyens de les suivre. On sait qu'il y a la prédation, donc ça on le sait puisqu'on le voit. Plus elles vont s'éloigner des îles, et c'est pour ça qu'elles sont programmées pour s'éloigner du lagon et partir en plein océan où la densité de prédateurs est un peu plus faible. Mais elles vont sans doute pas trouver de ressources alimentaires. On pense parfois qu'elles vont se cacher sous des radeaux de bois flottants, par exemple, des choses comme ça. Il y a bien sûr l'impact de la pêche accidentelle dans les filets,
qui est très important en fonction des lieux. Il va y avoir la modification des courants marins et le fait qu'elles vont arriver dans des zones qui peuvent être létales, c'est-à-dire qu'ils peuvent éventuellement les faire mourir parce que la température n'est pas appropriée pour elles, et souvent elle est trop faible, elle est trop basse. Donc là, il va y avoir toute une série de jeunes tortues qui vont mourir parce qu'elles ont dérivé passivement dans des zones où la température ne leur convient pas. Et puis après, malheureusement, il y a toutes les nouvelles, entre guillemets, qui ne sont pas nouvelles, menaces, notamment la pollution plastique. On a énormément de tortues qui s'enchevêtrent dans des filets dérivants, dans du plastique, en plus du fait d'en ingérer. En Polynésie française, on a un problème qui est très important, qui est un problème lié à des techniques de pêche qui utilisent des systèmes flottants dérivants, on appelle ça des DCP. C'est des dispositifs de concentration de poissons qui sont jetés par des bateaux étrangers, qui dérivent avec les courants donc de l'est vers l'ouest, qui arrivent sur nos plages en Polynésie et qui sont fabriqués à base de plastique principalement. Et c'est un gros problème, on a de plus en plus de tortues qui se retrouvent enchevêtrées dedans ou qui vont en ingérer. Donc je pense que les chiffres que l'on donne, ce sont des chiffres qui ne sont pas vérifiés de manière très statistique, mais qui permettent quand même de faire comprendre que si on arrive à chaque stade de vie des tortues, de mettre en place des plans de conservation qui doivent être bien sûr adaptés à chaque configuration et de terrain et de la population en question, parce que c'est vraiment important. Dans les pays du Pacifique, il y a encore des lieux où la tortue peut être consommée légalement, d'ailleurs, il y a des quotas de consommation. Donc en fait, tout ça, c'est un équilibre à trouver. Le symposium d'où on vient à Hawaï, il y a eu beaucoup de sujets sur la place des tortues dans la culture et pourquoi on ne pourrait pas de nouveau les consommer si leur niveau, si le seuil d'équilibre a été atteint de nouveau, ce qui est un peu le cas à Hawaï, en fait, ce qui nous a été présenté, puisqu'elles ont été tellement bien protégées que maintenant, il y en a vraiment beaucoup. Et il y en a tellement, presque, on ne peut pas dire que c'est une espèce invasive, mais c'est un peu mentionné comme ça, mais qu'elles ont même changé de comportement et des nouveaux comportements qu'on observe, notamment des tortues qui viennent, en gros, entre guillemets, faire la sieste sur la plage l'après-midi, ce qu'on ne voyait jamais. Donc, en fait, tout ça, c'est une question de remise en cause de nos actions, nous, les humains, sur jusqu'où on va pour protéger la nature. Est-ce qu'on le fait bien ? Et est-ce qu'on se pose des questions pertinentes par rapport à qu'est-ce qu'on a fait pour accélérer leur déclin et qu'est-ce qu'on fait de bien ou peut-être de pas si bien pour essayer de les stabiliser, et pourquoi on va mettre autant de temps, d'équipe et parfois d'argent pour sauver des tortues marines. Et il y a des gens qui vont nous dire oui, mais à cause des tortues marines, il y en a de plus en plus maintenant, vous avez aussi protégé les requins s'approchent des côtes et voilà. Donc tout ça, c'est un peu une question un peu philosophique de quelle est notre place sur la planète et qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de vivre un peu mieux en harmonie. On parle beaucoup de changement climatique, de la manière dont on va vivre chacun à son niveau de manière personnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'impacter au moins la planète? Et c'est ça que je trouve passionnant, c'est par une espèce, l'étude d'une espèce, ça nous revient un peu à nous questionner sur comment vivre de manière raisonnable et dans un monde un peu compliqué. D'autres questions? Alors, si on a encore un instant, 2 mots peut-être sur le rapport entre la tortue et la culture polynésienne. Oui, alors merci beaucoup de l'avoir posé. Donc la tortue en polynésien, la langue tahitienne est très pratiquée, hein. On dit honu, et en fait on travaille depuis pas mal de temps pour essayer justement et c'est de plus en plus important partout où on va, de mettre autour d'une table ou de faire se parler des scientifiques qui parfois ne sont pas originaires du pays, notamment de la Polynésie, et les gens qui ont une connaissance traditionnelle. Et ça, c'est de plus en plus important. Donc on travaille avec des anciens en Polynésie et dans la plupart des pays du Pacifique, notamment dans le triangle polynésien. La culture, la transmission de la culture ne se fait que verbalement, il n'y a pas d'écrit. Et il y a eu un moment où les anciens ne parlaient plus aux jeunes, où il y avait une scission, même la langue polynésienne il n'était pas conseillé de parler polynésien. Et donc, il y a pas mal de choses qui se sont perdues. Et là, on trouve très intéressant, on travaille beaucoup avec les jeunes et on est en train de mettre en place un programme où ces jeunes vont aller questionner les anciens pour collecter des informations, collecter des choses qui ont une valeur culturelle très forte. Et cette valeur culturelle, elle va même être évaluée par rapport aux détails. Donc, si je prends un exemple d'un atoll où je ne suis pas allée, mais j'espère pouvoir y aller un jour, qui s'appelle l'atoll de Hana. C'était vraiment un lieu où la tortue était donc consommée d'une manière rituelle par les chefs, par les personnes de haut rang.
Et elles avaient une place sur les lieux traditionnels qu'on appelle les marae. On va retrouver maintenant, quand on fait des fouilles archéologiques, des os de tortues qui sont placés à des endroits très très précis, parce que c'était tel chef qui avait le droit de manger telle partie. Et quand on regarde toute l'étymologie et tout le vocabulaire adapté aux différentes parties anatomiques des tortues, on se rend compte que elles avaient une valeur vraiment très très particulière. Et tout ça, on est en train de l'apprendre. Et en fait, je trouve qu'en Polynésie française, on est un peu moteur et ça se passe plutôt bien en ce moment de cette symbiose entre les savoirs culturels et les nouvelles méthodes un peu plus modernes de protection de l'environnement, notamment tout ce qui va être aire marine protégée, aire marine gérée. Les Polynésiens reparlent de ce qu'ils faisaient avant, qu'ils appellent le rawi, qui étaient des zones de mise en jachère de certains endroits, que ce soit du lagon, donc leur lieu de pêche et leur lieu de consommation, tout comme de côté terrestre, comme on faisait nous avant dans nos campagnes. Et en fait, au lieu de leur imposer, j'en parlais récemment, au lieu de leur imposer des lois un petit peu comme on ferait nous, avec notre vision occidentale, qui est un peu carrée, ils nous disent, nous, on préfère des choses qui sont un peu arrondies et on va voir comment on les met en place. Et donc, pour revenir au Congrès des Nations Unies sur les océans de juin dernier, où la Polynésie française a décrété que la zone exclusive économique de la Polynésie était classée, il y a des classements de protection forte, des classements qui sont moins forts. Et les Polynésiens sont là pour dire, nous, on aimerait classer ça, on aimerait ne pas classer ça, on aimerait participer. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est que c'est un territoire insulaire. En fait, ils vivent de l'océan et l'océan est leur lieu de vie. Et c'est important que ce soit les gens qui sont originaires de là qui puissent avoir une vision pour l'avenir de leurs enfants. Et donc, la tortue est très, très importante. Quand vous voyez beaucoup de documentaires sur la Polynésie, il y a beaucoup de tatouages avec des tortues, des requins, etc. Et ces animaux, symboliquement, étaient parfois totems de famille. Et donc, pour toute une famille, l'animal de référence était par exemple la tortue marine. Donc, même si elle était consommée parfois en famille, dans un cadre un peu particulier de célébration, elle était quand même vénérée. Et ça, c'est quelque chose qui est important de prendre en considération. Mais merci pour la question. Merci. Cécile, je voudrais, au nom de tous, vous remercier de nous avoir d'abord montré comment, en 20 ans, vous avez multiplié par 100 la capacité de reproduction des tortues à Tetiaora, et puis peut-être encore plus de nous avoir montré comment vous mettez en pratique un métier passion et comment on peut mettre en pratique un métier passion. Je crois que c'est un exemple et quelque chose de formidable pour tous les jeunes qui sont là, que de se dire, oui, demain, je peux mettre en place un métier qui soit une véritable passion. Merci encore. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire quelques mots avant de terminer. Nous retrouvons donc l'année prochaine, enfin cette année, pour la prochaine année universitaire, pour une nouvelle session des Mardis de la Mer. Et je tiens, au nom de tous, à remercier M. Rublier, qui termine aujourd'hui 15 années de présidence de ces mardis. Ça fait à peu près 150 Mardis de la Mer. En effet, il va quitter à l'été la présidence de l'Institut de la Mer, et l'année prochaine, ce sera un autre président qui nous accueillera et qui sera chargé d'animer. Voilà. Merci Régis, il y a effectivement une certaine émotion à vous dire au revoir.